Mon parcours a commencé en 2021 quand j'étais encore à l'université, passionné par l'immobilier et j'étais déterminé vraiment à devenir un investisseur immobilier. Je participais à beaucoup de conférences, je rencontrais des gens, je partageais mes rêves jusqu'à ce qu'une investisseuse un jour m'a dit une phrase qui a vraiment changé la trajectoire sur laquelle j'étais. Elle a dit, avant de devenir investisseur immobilier, commence d'abord à apprendre comment l'argent fonctionne réellement. Elle m'a conseillé de devenir conseiller financier pour apprendre les choses de l'intérieur. Alors, je me suis fait licencier et j'ai commencé à travailler pour une grande compagnie d'assurance vie en novembre 2021. Je croyais que j'allais enfin apprendre comment l'argent circule. Mais en réalité, j'apprenais seulement où les gens déposent l'argent. Je connaissais tous les produits d'épargne, les produits d'investissement, les assurances vie, les placements. Mais au fond de moi, une petite voix me répétait toujours la même chose. Tu ne sais toujours pas comment l'argent fonctionne. Je gagnais bien ma vie, je me suis marié, j'ai payé mon mariage content, tout allait bien. Mais il manquait toujours quelque chose. En janvier 2023, un investisseur immobilier à succès que j'avais rencontré sur Instagram, il m'a dit « Je veux apprendre une stratégie qu'on appelle PFI ». Il m'a expliqué que sa banque privée lui avait parlé d'une stratégie d'assurance liée à faire des prêts collatéraux avec la banque. Mais il ne faisait pas confiance à l'intention de ses banquiers car il se disait « Pourquoi une banque vient soudainement me parler d'assurance ?» Alors, il est venu me voir, je lui ai expliqué ce que je savais sur le PFI, mais je sentais qu'il y avait plus à découvrir. Et en début 2023, je suis tombé sur une vidéo en ligne intitulée « Le concept bancaire infini » et c'était en anglais « The Infinite Banking Concept ». C'était la première fois que j'entendais ces mots-là. Dès lors, ça m'est resté vraiment à cœur et j'ai juste commencé à chercher partout où est-ce que je peux trouver les informations sur le concept bancaire infini. Malheureusement, il n'y avait vraiment pas de contenu en français, donc je me suis juste limité à ce qui est en anglais et il y en avait vraiment en abondance. Et j'ai pu apprendre que le concept a été développé par un monsieur qui s'appelle Nelson Nash et que le monsieur était décédé en 2019. Mais quand même, il a laissé un institut, l'institut qui s'appelle Nelson Nash Institute. Et c'est à travers cet institut que j'ai pu apprendre beaucoup de choses, incluant me munir du livre « Devenir votre propre banquier » en français. Quand je me suis muni de ce livre, il n'existait qu'en anglais pour le moment, j'ai reconnu, juste en lisant l'introduction, que c'est vraiment ce que je recherchais. C'est comme ça que l'argent fonctionne, c'est comme ça que l'argent bouge. Même si je n'ai pas pu faire affaire avec le client pour l'introduire au PFI, j'ai juste gardé mon focus sur ce concept, car ça a vraiment changé comment je voyais les choses. Voilà, je commence mon apprentissage approfondi de ce concept. Et voilà, je commence mon apprentissage. De septembre 2023 à mars 2024, j'ai quitté mon emploi de conseiller en sécurité financière et je me suis plongé à fond juste pour étudier ce concept. Je me suis formé auprès d'un mentor dont je respecte et remercie beaucoup, José Salom, et j'ai étudié tout le contenu de l'Institut de Nelson Nash, regardé toutes les vidéos en entier, même celles réservées aux membres de l'Institut. J'ai vraiment appris l'histoire de l'argent et compris pour moi-même que la vraie richesse ne vient pas du contrôle des placements, des retours sur le placement, mais du contrôle de la fonction bancaire dans ma vie. Je ne me suis pas arrêté à l'étude, je l'ai mise en œuvre. J'ai créé mon propre système bancaire avec une police sur moi-même, une police sur ma femme, puis une police sur mon fils. Ensemble, notre système reçoit aujourd'hui des primes de 51 900 $ par année. Et c'est à partir de là qu'on accède de l'argent et nous achetons tout ce dont nous avons besoin sans dépendre des banques et de perdre contrôle sur nos dollars. Cela sera bien expliqué plus tard. En parallèle, comme j'étais suffisamment convaincu que ce concept est un bon plan d'action pour moi, j'ai aussi commencé à apprendre aux autres comment l'implémenter dans leur vie. Je dirais que depuis mars 2024, j'ai pu accompagner plus de 200 clients à structurer leurs finances selon cette approche, incluant des familles, des entrepreneurs, ainsi que des retraités. Et dans plus de 200 de ces clients, au moins 145 d'entre eux sont déjà clients aujourd'hui. Ils ont établi leur système et ils sont heureux d'implémenter ce concept dans leur vie. Et ce nombre augmente chaque semaine, sans cesse. Ma mission aujourd'hui est vraiment simple. C'est de transmettre cette connaissance de ce concept en anglais et en français afin que davantage de Canadiens retrouvent le contrôle et la paix financière qu'ils ont perdu dans les mains des banquiers. Si ce que tu vas entendre résonne avec toi, c'est peut-être ton moment. Écoute avec un cœur ouvert, ce concept peut vraiment transformer ta vie. Je suis Loris Moguesha, fondateur de Private Reserve Financial, la réserve financière privée, et j'enseigne aux Canadiens que le vrai choix n'est pas entre la banque A ou la banque B, mais le vrai choix est entre la banque de quelqu'un d'autre et ta propre banque privée. Ton argent doit bien vivre quelque part, ton argent doit bien résider quelque part. Alors pourquoi ne pas le laisser vivre dans ta réserve privée, là où tu le détiens, là où tu le contrôles, avant même de l'utiliser pour acheter ce dont tu as besoin et de payer ce dont tu dois. C'est ça l'idée de base, de devenir votre propre banquier.
le conseil bancaire infini de R. Nelson Nash. Et bien évidemment, la prochaine partie est consacrée à lui, Nelson Nash. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, voici une opportunité. Comment Nelson Nash a éliminé 2,5 millions de dollars de dettes canadiens en 13 ans? Nelson Nash, il a étudié la finance forestière. Il a été diplômé en 1952, puis il est devenu professionnel de l'assurance vie dans les années 1960. Il était aussi pilote, il était forestier, et il a passé une grande partie de sa vie dans l'industrie du bois de forêt. Il était spécialiste de comment tourner un forêt en du profit, ce qui l'a poussé à aimer l'immobilier en général. Comme beaucoup d'investisseurs de son époque, il suivait la formule classique. Utiliser l'effet de levier en empruntant de l'argent auprès de la banque, acheter des immeubles à revenus, puis revendre ou refinancer afin de retirer le profit pour recommencer le cycle. Et tout fonctionnait bien, tant que le levier restait dans son côté. Sauf que, en 1981, Nelson était engagé dans des projets de développement immobilier à grande échelle, en zone rurale. Ses prêts commerciaux se renouvelaient tous les 90 jours, à environ 9,5%. Dans le temps, le taux directeur était à 8%, donc on ajoute le 1,5% de la banque commerciale, cela fait 9,5%. Puis l'impensable s'est produit. Le taux directeur qui était à 8% a explosé à 21,5%. Donc on ajoute le 1,5% de la marge bancaire, cela fait 23%. Et il devait 500 000 dollars américains en 1981. Et cela équivaut aujourd'hui à 2,5 millions de dollars canadiens de la monnaie d'aujourd'hui. Et si on comptait juste les paiements qu'il devait sur le prêt de 2,5 millions de dollars canadiens à 23%, c'était juste de 338 000 dollars canadiens de la monnaie d'aujourd'hui. Maintenant, la question se pose, devrait-il vendre? Impossible, car les acheteurs ont disparu. Personne n'était prêt à lui acheter le terrain, car ce n'était pas encore développé. Donc, l'effet de levier qui lui créait de la richesse est maintenant devenu un piège. Sauf que ce n'est pas la seule crise qui lui est arrivée durant cette même période, car des drogués qui cherchaient de l'argent dans sa maison ont venu et ils ont cambriolé toute sa maison. 2 mois plus tard, à partir de cet événement, son frère de 52 ans est décédé d'une crise cardiaque. 5 mois plus tard, sa petite fille, elle est née avec du cancer. Ils ont remarqué ça à 5 semaines. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est guérie, elle est maintenant en bonne santé. Donc maintenant, on parle du vol, on parle d'un deuil et on parle d'une dette qui va maintenant l'écraser. Et ces 3 événements viennent de s'entrecroiser. Il avait 51 ans, il était mari, père, grand-père, et maintenant il fait face à la faillite. Les épreuves peuvent te façonner dans la vie, mais quand les épreuves de la vie rencontrent la faillite financière, seule la grâce peut t'empêcher de briser. Et c'est par là qu'il a commencé à prier. Comme il était un chrétien dévoué, Nelson Nash a commencé à prier chaque nuit vers 3 heures. Et sa prière allait comme ci. « Seigneur, montre-moi un issue dans ce cauchemar que j'ai créé pour moi-même. » Après des mois, une révélation lui est venue en tête. Tu es déjà Nelson Nash, tu es déjà au milieu de tout ce que tu as besoin pour sortir de cette situation. Mais tu ne le vois pas, car tu regardes les choses comme tout le monde. Donc si je peux interpréter les choses ici, c'est comme si la révélation voulait lui dire « Tu es en train juste de penser comme tout le monde. » Le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est comment tu réfléchis autour du problème. Car la ressource était cachée juste dans ses mains. Alors que les banques prêtaient à 23%, les compagnies d'assurance prêtaient à un taux entre 5 à 8% contre la valeur de rachat des polices. Ici, Nelson Nash possédait déjà des grandes polices qu'il capitalisait, les polices d'assurance vie entière, mais il n'avait jamais réalisé que ces polices peuvent être une source de liquidité pour lui, étant vivant, pas après sa mort. Maintenant, il a établi un nouveau plan. Il s'est dit, je vais augmenter mes primes pour maximiser ce que je peux emprunter contre. Et il va commencer à emprunter contre la valeur de rachat sans interrompre la croissance de la valeur de rachat elle-même. Puis, il va commencer à rembourser les banques avec l'argent qu'il vient de tirer de la police, donc à travers ses prêts. Et en faisant tout cela, il ne va jusqu'à répéter le cycle jusqu'à ce qu'il soit libre. Donc, de 1982 à 1995, il a suivi ce plan avec discipline. Il a augmenté ses primes, il n'a emprunté qu'à partir de ses polices et il a réduit ses dettes jusqu'à les éliminer. Et aussi, en attendant, il a laissé les dividendes, les valeurs de rachat, se composer sans interruption et agir comme source de liquidité additionnelle juste pour éliminer les prêts de la banque. Et après 13 ans, les banques sont sorties de sa vie car il les avait éliminés. Puis il les appelait les serpents et les dragons. Depuis, sa famille n'utilise les banques que pour la facilité de la carte débit, d'un compte chèque, pour les paiements, les transferts, mais jamais pour emprunter ou épargner. À son décès,
Nelson Nash détenait 45 polices actives, 17 polices sur lui-même, 2 sur 2 associés en affaires et 26 polices sur les membres de la famille qui restent. Son système bancaire familial, composé de polices participantes, finançait toutes les grandes dépenses. Ça inclut les maisons, les voitures, les études, les investissements, etc. Et les remboursements qui se font, donc ce qui inclut les paiements, les intérêts, retournent dans le même système bancaire familial constitué par ces polices. Donc, imaginez-vous, tous les intérêts vont rester dans l'économie, tout l'argent va rester recyclé dans l'économie. Donc, ça devient réutilisable au prochain retrait. Des années plus tard, après avoir éliminé les dettes à haut intérêt, il a même financé un avion pour un avocat. Et le même avocat qui, au départ, ne voulait pas vraiment écouter ce concept, mais ensuite, il est venu à lui pour emprunter de l'argent. Donc maintenant, l'homme qui, une fois, devait 2,5 millions de dollars canadiens à 23%, est maintenant un banquier qui collecte des intérêts en gardant l'argent sous son contrôle. Le but ici avec ce concept n'est pas d'éviter la dette, mais c'est d'en prendre le contrôle de cette dette en devenant ta propre source de capital. Peut-être que toi aussi, tu ressens une pression pareille que celle que Nelson Nash a vécue. Ou peut-être que tu veux juste simplement t'assurer de ne jamais te retrouver dans une position pareille. Ces principes, les principes du concept bancaire infini, ils peuvent te servir. Si tu les écoutes et que tu les mets en pratique, ils ne vont jusqu'au marché. Pourquoi? Ces principes ne reposent que sur des garanties contractuelles, pas sur des spéculations du marché, mais sur le contrôle. Donc le contrôle peut rester dans tes mains au début jusqu'à la fin. Le problème que ce concept résout dans les finances de chaque famille. L'idée principale est la suivante. Tu n'as pas besoin de te séparer de ton argent pour atteindre tes objectifs financiers, surtout les achats majeurs. L'idée de base du concept bancaire infini est de récupérer les intérêts que l'on paye aux banques et aux sociétés de financement pour les principaux biens dont nous avons besoin au cours de notre vie, comme les automobiles, les gros appareils ménagers, l'éducation, les maisons, les opportunités, les investissements, les équipements professionnels, etc. Ça, c'est à la page 3 du livre de Nelson Nash. Le premier principe qui doit être compris est que tu finances tout ce que tu achètes. Chaque achat dans ta vie est financé, d'une manière ou d'une autre. Soit tu payes des intérêts à quelqu'un d'autre quand tu empruntes, soit tu perds les intérêts que ton argent aurait pu générer quand tu payes au comptant. Car pour la plupart des achats que les gens font sont soit avec l'argent comptant ou soit avec du crédit. Maintenant, prenons un exemple surtout avec ce qui est de l'argent comptant. Si tu dépenses 10 000 $ pour des vacances par exemple, tu n'as pas seulement dépensé 10 000 $. Tu as aussi renoncé à la croissance que ces 10 000 $ auraient pu produire. Une fois dépensé, l'argent est parti. Et les intérêts que cet argent aurait pu générer sont perdus pour toujours. Maintenant, chaque fois que tu dépenses, tu dois reconnaître le coût d'opportunité de ton argent. Car avec un prêt, tu vois les intérêts que tu payes chaque mois. Mais avec un paiement comptant, tu ne les vois pas. Mais ils existent quand même. Ce que je veux faire maintenant avec cet exemple que je vais vous montrer quand je partage mon écran, je veux vous montrer quel est le coût d'opportunité qu'une personne perd en dépensant de l'argent juste au comptant. Car, je répète, l'utilisation de l'argent d'une façon alternative au lieu d'être dépensé doit être reconnue. Et quand tu reconnais qu'une chose pareille existe, tu peux la recontrôler. Donc, suivez-moi juste sur l'écran que je vais partager et puis on continue le point. Maintenant, j'aimerais vous inviter à regarder l'écran ici et voir l'exemple. Quel est le coût d'opportunité quand une personne dépense son argent comptant? Qu'est-ce que ça te coûte? Car chaque achat est un financement. Soit tu perds de l'argent en dépensant comptant, car cet argent aurait pu générer quelque chose, ou tu payes de l'intérêt. Maintenant, ici sur l'écran, je vous montre, on a une personne qui dépense 20 000 $. Pour n'importe quelle raison. Ça peut peut-être être des taxes, ça peut peut-être être des vacances, ça peut peut-être être une voiture, n'importe quoi. L'argent a été accumulé, l'argent a été épargné et maintenant elle vient d'être dépensée. Ce qu'on a ici, c'est que si on regarde les choses sur un horizon de 10 ans, c'est toujours 20 000 $ qui a été dépensé aujourd'hui, mais la valeur future, 10 ans après, si on assume un intérêt composé de 5% et de 32 578. Donc, si tu décides aujourd'hui de dépenser 20 000 $ sur ce que tu as besoin d'acheter ou ce que tu as besoin de payer, tu viens de dire, je ne veux plus toucher à ce 20 000 $ et donc je ne veux aussi voir avec cet intérêt, donc la croissance devient perdue. Sur 20 ans,
C'est toujours 20 000 $ qui a été dépensé il y a 20 ans. Maintenant, tu dis bye-bye à 53 066. Ça, c'est un choix. Que tu le saches ou pas, ce choix existe. Sur 30 ans, 20 000 $ est dépensé et la valeur future de ce 20 000 $ aurait dû être 86 439. Donc, si tu décides juste de dépenser 20 000 $ juste une fois, tu viens juste de dire bye-bye à 66 439 $. Donc, une fois que tu dépenses ces 20 000 $, tu ne perds juste pas le cash, mais aussi la croissance que ce cash aurait-tu généré. Donc, maintenant, on va juste regarder le point suivant ici dans l'exemple. Et la différence entre le premier et le deuxième point, c'est que on va regarder si une personne ne fait juste pas ça une fois, mais que la personne fasse ça d'année en année en année. Et on va toujours regarder les mêmes périodes, 10 ans, 20 ans, 30 ans. En regardant cet exemple, sur 10 ans, et que tu dépenses 20 000 $ par année, ici on a un total de 200 000 $. Donc si tu regardais un compte bancaire, un relevé de compte bancaire, et que tu regardais sur 10 ans, donc ce qui est entré dans ce compte est 200 000 $. Et ce qui est sorti, c'est 200 000 $. Sauf qu'ici, 200 000 $ est entré, 200 000 $ est sorti, mais le coût d'opportunité est le suivant, 51 558. C'est ça le coût d'opportunité. Si toi, tu as souffert un coût d'opportunité, c'est que quelqu'un a gagné cet argent. Mais qui est cette personne? On l'appelle le banquier. Car quand l'argent t'a quitté, l'argent n'a jamais quitté le système bancaire. On va voir ça dans le prochain point, mais on revient ici. Sur 30 ans, c'est 600 000 $ qui a transigé à travers tes mains, mais sur ces 600 000 $, le coût d'opportunité représente 728 777. Et dans des mots simples, en 30 ans, si par année 20 000 $ te passent à travers les mains, le total devient 600 000 $, ça ne te coûte juste pas 600 000. Mais il faut aussi que tu calcules que ça t'a aussi coûté un extra 728 777 de croissance perdue. Donc le coût d'opportunité devient 1,33 million. C'est ça le vrai coût d'opportunité. Donc je répète, tu finances ce que tu achètes, soit tu payes de l'intérêt et tu sais combien tu payes en intérêt et où tu peux perdre de l'intérêt. Maintenant, avant qu'on adresse la réponse, regardons juste une question ensemble. Où est-ce que ton argent réside aujourd'hui? Imaginons un cercle. Ce cercle représente ton compte bancaire. Quand ton revenu est déposé, tu as l'impression que c'est ton argent. Mais il n'y a pas de coffre avec ton nom à la banque. Tous les dépôts, tes dépôts, mes dépôts, sont mis dans un même grand bassin. Donc, ton argent n'est jamais stable. La banque garde la liquidité en mouvement, en circulation. Donc, on va un peu définir les caractères ici, dans ce scénario. Toi, tu es le déposant. Donc, tu déposes de l'argent dans la banque. Mais chez la banque, le banquier ne garde jamais l'argent immobile. L'argent reste en mouvement. Et la banque va maintenant utiliser tes dépôts comme carburant pour ses activités de prêt. Maintenant, analysons encore comment est-ce que la banque fonctionne. Quel est le fonctionnement réel de la banque? Les banques utilisent les dépôts des dépositeurs comme carburant pour générer les prêts, hypothèques et marges de crédit. L'argent que tu déposes toi-même va alimenter les nouveaux prêts. L'argent ne reste jamais immobile. Même quand tu transfères ton argent de la banque A à la banque B, l'argent ne quitte jamais le système bancaire. Les banques se prêtent entre eux chaque nuit pour équilibrer leurs réserves. Donc, les banques, quand tu les vois, ils ne sont pas ennemis. Elles sont partenaires dans un même écosystème. Dans cet écosystème, ce qu'ils font chaque nuit, c'est un taux de financement à un jour qui est fixé par la Banque du Canada. On peut ignorer cela. Juste le point est que les banques sont amis, ne sont pas ennemis. Maintenant, chaque fois que tu dépenses, que ce soit pour payer des factures, des dettes ou investir, ton argent quitte ton compte, mais reste dans le système bancaire. Toi, tu perds le contrôle, mais les banquiers, eux, ils continuent de profiter et d'utiliser sur les mêmes dollars. Pour toi, l'argent est parti, mais pour la banque, cet argent ne devient juste qu'un actif générateur d'intérêt encore et encore et encore. La réalité que je rencontre dans les clients avec qui je parle, c'est que le salarié moyen ici au Canada reçoit son revenu chaque 2 semaines. Quand je leur demande combien de temps votre argent reste-t-il dans votre contrôle avant de disparaître, avant d'être redéployé pour les dépenses, la plupart d'eux me répondent moins de 2 jours. Je ne suis pas en train ici d'adresser un problème de dépenses. Mais le problème ici, c'est que c'est le flux de l'argent. Et surtout, à qui va l'argent? Le salarié moyen, il va échanger 2 semaines de temps et d'énergie pour de l'argent qui ne va juste s'en aller dans 48 heures. Le problème n'est pas ce qu'il achète. Le problème, c'est comment il achète ce qu'il achète. Maintenant, l'avantage du banquier est que le système bancaire gagne sans cesse sur les mêmes dollars qui passent une fois entre nos mains.
Nous, on gagne juste l'argent une fois, on la dépense une fois, on ne peut juste que faire une chose à la fois, mais eux, ils gagnent des intérêts sur cet même argent à répétition pour la vie. Pendant que ton salaire entre et ressort, les banques le multiplient à travers leurs prêts. Ce que les banquiers et les riches comprennent, Robert Kiyosaki l'a dit. Il a dit, ce n'est pas le montant d'argent que tu gagnes, ce n'est pas combien tu gagnes, mais c'est combien tu gardes dans ce que tu as gagné et à quel point ce que tu gardes travaille pour toi et pour combien de générations tu peux le préserver. Les familles riches et les banquiers ne laissent jamais de l'argent quitter leur écosystème comme ça. Chaque dollar qu'ils gagnent continue à travailler pour eux sans fin. Ils travaillent pour cet argent une fois, cet argent travaille pour eux pour la vie. Maintenant, j'aimerais identifier pour vous quels sont les 4 acteurs qui font le jeu financier. Mais avant que je passe dans l'explication de qui sont les 4 caractères, j'aimerais un peu vous partager comment Nelson Nash a dévoilé ce point. Il a commencé à nous partager une citation de William Shakespeare qui dit « Le monde entier est une scène et tous les hommes et les femmes ne sont que des acteurs. » Et Nelson Nash, il a repris cette phrase et il nous a donné cette citation qui suit. « La plupart des gens savent qu'ils se jouent une pièce dans ce monde, mais ils ne la comprennent pas. Pire encore, ils ne savent même pas quel rôle ils jouent. » Donc c'est pour cela qu'il est important que dans ce jeu financier que nous sommes en train de voir, là où le dépositeur fait le travail, le banquier fait tourner le système, identifions les caractères. La première, on l'a vu, c'est le déposant. Le déposant, c'est celui qui travaille pour gagner et déposer l'argent. Et c'est fortement vous, c'est fortement moi. Et on a maintenant un banquier, celui qui gère et prête cet argent. Et le banquier va prêter à qui? À l'emprunteur, le 3e caractère. Celui qui paye les intérêts et celui qui accède les prêts. Et tout ce travail est fait pour qui? Pour le propriétaire de la banque. Ça, c'est le 4e caractère. C'est celui qui récolte les profits à chaque cycle. La réalité des choses est que la plupart des Canadiens ne jouent que 2 rôles, déposant et emprunteur. Ils font tout le travail pendant que le banquier et le propriétaire de la banque récoltent les bénéfices. Le vrai problème ici est le suivant. Les gens qui créent les dépôts sont les premiers à travailler et les derniers à en profiter. L'argent quitte sans cesse leur contrôle comme une fuite d'eau, tandis que les banques utilisent ces mêmes dollars qui ont quitté les mains de dépositeurs pour générer plusieurs profits, non seulement une fois, mais pas 2 fois, mais encore et encore et encore. C'est maintenant cette fuite que le concept bancaire infini est venu réparer. Et le changement commence ici. La première chose que ce concept apprend, c'est comment ne plus te séparer de ton argent quand tu le dépenses. C'est exactement ce que les banques font. Elles utilisent l'argent des autres, l'argent des dépositeurs, et elles prêtent cet argent, et elles encaissent les intérêts et atteignent leurs objectifs, sans jamais utiliser leurs propres fonds. Donc, si tu veux devenir ton propre banquier, tu as besoin d'un système qui te permet de faire la même chose dans ta vie. Et ce système, présentement, c'est un contrat d'assurance vie entière avec participation, émis préférablement par une compagnie mutuelle, où tu es à la fois le déposant, l'emprunteur, le banquier et le propriétaire de la banque. Nous verrons ce que c'est en détail, mais pour l'instant, continuons à explorer le problème que ce concept vient résoudre dans les finances des familles aujourd'hui. Pourquoi les familles n'arrivent pas à avancer et qu'est-ce qui fait cela? C'est le coût caché des intérêts. Et Nelson Nash, à la page 19 de son livre « Devenez votre propre banquier », il a décomposé les dépenses moyennes d'un ménage. Il observe comment un revenu est réparti dans les dépenses. Et sur l'écran ici, vous pouvez voir ce que je vais dessiner ici. Et il a décrit que le transport, pour la plupart, peut prendre 20%, le logement, 30%, les dépenses courantes incluant la nourriture, les gardes d'enfants, vêtements divers, les abonnements, le tout peut prendre environ 40%. Donc, idéalement pour une famille, que ce 90% partirait où? Partirait dans les dépenses. Et que juste 10% est épargné dans des outils d'épargne. Écoute, au moment où je fais cette vidéo, le taux d'épargne canadien est à 5%, moins de 5%, mais on va juste garder 10% pour cette illustration. La vraie question que Nash a posée est la suivante. Sur ces 90% qu'on a ici, combien du montant de ce 90% de l'argent qui est dépensé, combien part dans les intérêts de la banque et combien de dollars vont vraiment aller pour servir les biens et les services
qui sont dans ce 90%. Car pour la plupart des personnes, le transport, c'est financé, le logement, 100% financé, et une partie des dépenses courantes peut aussi se retrouver étant financée. Maintenant, dans chaque dollar qui va dans ces dépenses, combien va à la banque sous forme d'intérêt et combien va dans les produits et les services qu'ils ont achetés. Et son étude a révélé qu'environ 35% du 90% va pour l'intérêt de la banque et le 55% est la valeur réelle qui reste pour couvrir les biens et les services. Pendant ce temps que 35% va chez le banquier, les familles, ou bien la famille en cette question, essaie d'avancer dans sa vie juste avec le 10%. Donc, le 10% d'épargne qui reste est ce que la famille va utiliser pour avancer dans sa vie. Tandis que 35% est un revenu qui va enrichir le système bancaire. Et je représenterai les choses de cette façon. C'est comme faire un pas en avant et 3 pas et demi en arrière. Dans la majorité des hypothèques, les intérêts sont concentrés au début. Les premières années, tes paiements ne vont que servir uniquement à payer les intérêts. Pas uniquement, mais pour la plupart, ça va aller pour l'intérêt. Ce n'est qu'après plusieurs années que le capital commence réellement à diminuer. Pour les premiers paiements, chaque $100 qui part, chaque $100 qui est versé, $20 va aller pour la partie du capital et $80 pour la partie de l'intérêt. Mais entre-temps, le propriétaire moyen ne va que vivre dans sa maison pendant 5 à 7 ans avant de vendre et déménager ou avant de refinancer, ce qui redémarre le compteur à 0. Le résultat devient le suivant. La banque encaisse encore et encore, pendant que le propriétaire, il recommence la course à 0. Et à chaque fois, j'ai aimé comment Nelson Nash a décrit cette réalité, car il nous a dit, prenons un avion. Prenons que l'avion qu'on va prendre ici en question représente ta vie financière. Maintenant, utilisons l'analogie que Nelson Nash a emmenée dans la partie en explorant le problème en utilisant un avion, car rappelez-vous, il était pilote. Imagine ta vie financière comme un avion qui vole à 100 km/h vers sa destination. Maintenant, imagine un vent de face de 350 km/h. L'avion n'avance plus. Il ne fait que reculer. Il ne va pas arriver à la destination. Et c'est ce qui se passe quand tu épargnes 10%, ce qui est 100 km/h, mais que tu perds 35% en argent qui va chez le banquier sous forme de volume d'intérêt. À un certain point, tu ne peux plus aller plus rapidement. Tu as maximisé ta vitesse. Donc ici, ce qui est idéal, c'est de changer l'environnement là où l'avion est en train de voler. Sauf que dans le monde des avions, tu ne peux pas faire ça. Mais dans tes finances, tu peux le faire. Et dans les finances, ce que les gens font, ils vont essayer de travailler davantage. Ils vont essayer de chercher des rendements plus élevés. Ils vont essayer de prendre plus de risques. Mais dans un environnement qui est dominé par des paiements d'intérêt, l'effort seul ne peut pas suffire. Tu ne peux pas battre un vent de face financier aussi fort comme ça, juste avec tes efforts. Si ça se passe, ça prendra vraiment du temps. Et la perspective du concept bancaire infini est la suivante. Devenir votre propre banquier enseigne que tu ne peux toujours pas gagner plus d'argent, mais tu peux reprendre le contrôle de la direction des intérêts. En récupérant même une partie de ces 35% d'intérêt, tu transformes un vent de face contre un vent d'arrière, un vent qui va pousser l'avion à aller à sa destination. Imaginez rediriger ces paiements d'intérêt vers ton propre système plutôt que celui de la banque. Tu passes du statut d'être endetté à celui d'être propriétaire de la dette, propriétaire du financement. Ce ne sont que des paiements. Ils peuvent être redirigés. Quand tu les structures à travers ton propre système bancaire stratégiquement, grâce à des polices d'assurance vie entière avec participation, ces mêmes paiements peuvent maintenant commencer à bâtir de la valeur à l'intérieur des polices. Et ça va maintenant commencer à générer de la valeur de rachat que tu peux emprunter contre des dividendes. Avec le temps, ce qui va se passer, c'est que les mêmes dollars qui quittaient ta vie comme intérêt peuvent maintenant rester avec toi, croître, se composer sans interruption, mais sous ton contrôle. Maintenant, si je regarde la famille moyenne, maintenant, la vue d'ensemble sur tout ce que j'ai dit est la suivante. La famille moyenne finance sans le savoir les profits des banquiers 2 fois. La première fois, à travers les intérêts sur les dettes, les voitures, les maisons, les cartes de crédit, etc. Et la deuxième fois, à travers les dépôts qui vont servir comme carburant auprès des banques pour aller générer leurs prêts. Ces 2 flux enrichissent le propriétaire de la banque, pas la famille qui a travaillé pour cet argent. Alors la vraie question devient,
Quand est-ce que ton argent va commencer à travailler pour toi et pour toi seul? Si aujourd'hui tu ressens une pression financière, tu ne vas pas juste t'en sortir avec la même façon de penser qui t'y a conduit. Le concept bancaire infini ne consiste pas à courir après des rendements plus élevés, mais à changer qui est la personne, qui est le banquier dans ta vie, qui est la personne qui contrôle la fonction bancaire dans ta vie personnelle. Car quand tu deviens ce banquier, quand tu deviens le banquier de ta propre vie, chaque dollar que tu gagnes devient utile pour toi, ta famille, plus d'une fois. Car en réalité, tu étais toujours le déposant, tu étais toujours l'emprunteur. Tu exerçais simplement ces rôles dans le système bancaire de quelqu'un d'autre. Quand tu apprends à devenir ton propre banquier grâce à l'usage des contrats d'assurance vie entière participantes, quelque chose change. Tu commences à gagner des intérêts que tu payais auparavant. Tu deviens le propriétaire des profits qui appartenaient autrefois aux banquiers et aux propriétaires de la banque. Ce n'est pas seulement une stratégie financière, c'est une façon de vivre paisible et sans stress. Sachant que chaque dollar qui transige à travers tes mains continue de te servir, ta famille, encore et encore et encore. Je vais parler sur l'illusion du contrôle. Qui possède vraiment votre épargne? La plupart des Canadiens aujourd'hui croient que le meilleur endroit où leur argent peut vivre, peut résider, c'est dans une banque ou dans un régime enregistré. Mais ta richesse n'a pas à vivre à la banque A ou à la banque B. Les banques sont utiles pour faire les transactions, mais pas vraiment entreposer ta richesse à long terme. Le concept bancaire infini remet en question cette idée en posant une question simple. Qui est au contrôle de l'argent une fois que l'argent quitte tes mains et entre dans le système bancaire? Qui a le contrôle sur cet argent? Ce qui se passe quand la plupart des Canadiens rencontrent un conseiller à la banque, la conversation va toujours tourner autour d'un produit. Tu veux préparer ta retraite? Ouvre un REER. Tu as des enfants? Il te faut un R3E. Ces programmes ne sont ni bons ni mauvais. Ce sont des outils réglementés par le gouvernement, créés pour atteindre certains objectifs personnels. Le problème ici, c'est que la majorité des gens remettent le contrôle sans vraiment comprendre comment ces programmes fonctionnent, ni à qui ces programmes profitent le plus. On va commencer avec le REER. Qu'est-ce que c'est un REER avec la définition officielle? Un REER, c'est un régime enregistré d'épargne que vous pouvez faire pour la retraite, auquel vous, votre conjoint et votre partenaire peuvent contribuer. Les cotisations sont déductibles du revenu imposable. Et la croissance qui se déroule à l'intérieur est différée d'impôts jusqu'au moment du retrait. Donc les impôts sont juste différés, pas éliminés. Chaque retrait est imposé comme un revenu ordinaire l'année où tu le fais. Poussons un peu plus loin la question. Est-ce que la taxe sur le revenu va augmenter avec le temps ou bien elle va diminuer avec le temps? Est-ce que pendant ta retraite, souhaiterais-tu vivre sur moins de ce que tu gagnes aujourd'hui? Car l'assumption derrière le REER est que ton revenu sera plus bas à la retraite. Donc, ton taux d'imposition le sera aussi. Mais cette hypothèse n'est pas toujours vraie pour tout le monde, pour la plupart des personnes, surtout pour les entrepreneurs ou les gens dont le revenu augmente avec le temps. Mais comme le REER a été introduit pour résoudre un problème de taxation, revenons dans l'histoire. Comment est-ce que la taxation, d'abord, a commencé? Comment est-ce que l'impôt sur le revenu au Canada a commencé? L'impôt sur le revenu fédéral a été introduit en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, sous la loi de l'impôt de guerre sur le revenu. C'était censé être une mesure temporaire, mais après la fin de la Première Guerre mondiale, la loi n'a jamais abrogé cette loi. Mais après la Première Guerre mondiale, la loi n'a jamais été abrogée. Elle est restée en vigueur. Pas seulement en vigueur temporairement, mais cette mesure qui était temporaire est maintenant devenue permanente. Et maintenant, le gouvernement commence à recevoir des revenus qu'il ne s'apprêtait pas à recevoir pour une longue période de temps. Et donc, le gouvernement, c'est comme une famille. Quand le gouvernement reçoit un revenu qu'il n'était pas prêt à dépenser, il va se retrouver dans une position là où ils vont dépenser plus qu'ils n'en gagnent. Et quand une personne arrive à un point, ou même, je vais rester au gouvernement, quand le gouvernement arrive à un point où ils ont dépensé plus qu'ils n'en gagnent, ils ont deux choix pour résoudre cette situation. Ils peuvent soit augmenter les revenus plus pour que les revenus puissent rattraper les dépenses, et les seuls revenus que le gouvernement peut augmenter, c'est les impôts qu'ils nous taxent. Ou bien, ils peuvent réduire ces dépenses. Mais réduire ces dépenses a un impact car ils doivent couper les emplois et ils doivent couper les programmes. Quand un gouvernement dépense au-delà de ses moyens,
il va toujours essayer de garder de l'argent en circulation et assurer un futur revenu fiscal. Donc, les REER vont répondre à ces deux objectifs du gouvernement. Ils gardent ton argent bloqué dans les institutions financières aujourd'hui et ils garantissent au gouvernement des impôts futurs quand tu le retireras. Une chose est sûre, tu vas en retirer, aussi tant que tu es encore en vie. Donc, ici, je vais juste poser une logique. Le gouvernement a créé un problème, le taux d'impôt élevé. Et puis, le gouvernement, il s'est tourné à nous et nous a offert une solution, le report de l'impôt grâce aux contributions dans le REER. Mais ici, le problème qui se pose est que quand tu mets de l'argent dans le REER, tu connais exactement combien tu économises en impôts aujourd'hui. Mais tu n'as aucune idée quel sera l'impôt dans le futur quand tu voudras retirer cet argent. Et vu la façon dont le gouvernement est en train de dépenser, tu peux te poser une question. Est-ce que le gouvernement nécessitera plus d'argent dans le futur ou moins d'argent? Et quand ils vont en nécessiter plus d'argent dans le futur, où est-ce qu'ils vont en tirer? Je ne suis pas en train de dire que c'est les REER, mais s'ils ont changé la loi sur les taxes, sur combien ils peuvent taxer, est-ce qu'ils peuvent le changer le moment où tu voudras retirer? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce que tu as contrôle dessus? Absolument pas. Donc ici, le point est que les taux d'imposition peuvent changer. Et rien ne garantit qu'ils seront plus bas à la retraite. Et rien ne garantit que ton REER aura bien performé par rapport après la volatilité du marché, les frais de gestion et l'inflation. Maintenant vient la question du contrôle. Qui verse les cotisations? Toi. Qui décide comment tu peux les retirer sans pénalité? Pas toi. Donc, pourquoi les retraits d'un REER sont strictement régulés? On n'a que deux choix ici. Tu peux rapper le régime d'accès à la propriété, tu peux retirer jusqu'à 35 000 $, remboursable sur 15 ans. Et tout paiement manqué sur ces 15 ans devient imposable. Ou bien, tu as un REEP, un régime d'encouragement à l'éducation permanente. Tu peux retirer jusqu'à 10 000 $ par année à un maximum de 20 000 $, mais c'est également remboursable. Tu dois rembourser cela. Et pour tout autre retrait qui n'est pas l'achat de ta première maison ou aller aux études postsecondaires, tu dois être pénalisé dessus. Et par exemple, au Québec, si tu veux accéder jusqu'à 5 000 $, le taux de retenue sera de 19 %. Et si tu veux accéder de 5 001 $ à 15 000 $, le taux de retenue est 24 %. Et maintenant, si tu veux accéder plus de 15 000 $, le taux de retenue est de 29 %. Maintenant, la plupart des gens vont tomber dans un piège d'endettement. Pourquoi? Car le moment où tu es en train de mettre de l'argent dans les REER, un jour, tu auras besoin de liquidité. Et tu vas devoir faire choix entre accéder l'argent dans le REER et être pénalisé, ou bien emprunter de l'argent auprès des banquiers et les payer de l'intérêt. Soit tu perds ce que tu as déjà généré, ou bien tu payes de l'intérêt. Tu n'as pas d'autre choix. L'ironie dans tout cela est que les mêmes dollars que tu as épargnés pour utiliser plus tard dans ta retraite sont utilisés par des institutions financières aujourd'hui pour générer des profits. Pour toi, c'est plus tard, mais pour eux, c'est aujourd'hui. Et ces profits ne t'appartiennent pas. Ça appartient aux propriétaires de la banque, pas aux déposants. Rappelez-vous des caractères. La vérité cachée sur le contrôle est que les cotisations du REER, parmi tant d'autres dépôts, deviennent le capital de travail de ces institutions financières. Et ces institutions vont fortement investir les fonds du REER et ils vont percevoir les frais de gestion, que ton investissement performe ou pas. Les institutions sont servies en termes de garantie, de profit, mais toi, tu es servi en termes de probabilité. Nous ne sommes pas sûrs. Rien ne garantit que ton REER battra l'inflation après les frais et les impôts. Donc, tout dépendra du mouvement du marché et des choix du placement. Et le marché n'est pas au courant quand tu prends ta retraite. Donc, pendant tout ce temps, la plupart des Canadiens doivent quand même emprunter pour financer leurs achats. Le besoin de l'argent subsiste. Et en empruntant, ils vont payer les intérêts et les mêmes dollars vont aller dans les mains des banquiers et le cycle ne fait juste que se répéter. Le vrai problème est le suivant. Ton argent est verrouillé. Tu n'y as pas accès librement. Tu assumes tout le risque, pendant que quelqu'un d'autre décide comment ton argent travaille et pour qui l'argent travaille. Les banques et les gouvernements gardent le pouvoir. Toi, tu gardes la responsabilité. Tu es responsable. On t'a appris que ce système était sécuritaire. Mais la vraie sécurité n'est pas ce système. C'est qui a le contrôle. Donc, la vraie sécurité est le contrôle, pas du verrouillage de l'argent. Maintenant, la question relevant de la logique est la suivante. Si tu as travaillé dur pour cet argent, légalement, qui devrait en bénéficier en premier? Toi ou l'institution qui le détient? Tant que cette réalité ne change pas, les Canadiens continueront à financer les banques à travers les intérêts et les nourrir à travers leurs dépôts. Maintenant, ce que le Conseil bancaire infini révèle dans ce cas est que les banques et les gouvernements gardent le pouvoir. Toi, tu gardes la responsabilité. Tu es responsable. On t'a appris que ce système était sécuritaire. Mais la vraie sécurité n'est pas ce système. C'est qui a le contrôle. Donc, la vraie sécurité est le contrôle, pas du verrouillage de l'argent. Maintenant, la question relevant de la logique est la suivante. Si tu as travaillé dur pour cet argent, légalement, qui devrait en bénéficier en premier? Toi ou l'institution qui le détient? Tant que cette réalité ne change pas, les Canadiens continueront à financer les banques à travers les intérêts et les nourrir à travers leurs dépôts.
L'IBC ou l'Infinite Banking Concept, il n'interdit pas l'utilisation des REER. Il te dit simplement, comprends le prix du contrôle que tu abandonnes et reprends-le. Le concept bancaire infini, c'est avant tout un exercice d'imagination, de raison et de logique. Alors, utilisons les trois ensemble, ton imagination, ta raison et la logique, pour répondre à cette question suivante. Et si tu pouvais bâtir une entité capable de faire tout ce que je vais décrire? Imagine si tu peux créer une entité là où tu peux mettre de l'argent, et quand tu mets de l'argent, cet argent commence à grandir d'une façon contractuelle à un taux élevé, à l'abri de l'impôt. Deuxième chose, si cette entité que tu peux créer est privée, et que c'est toi qui la détiens, et que c'est toi qui la contrôle, juste uniquement toi, ni par la banque, ni par un gouvernement, juste toi. Et si dans cette entité, tu peux accéder à ton argent sur demande, selon tes propres conditions, sans diminuer la valeur de l'actif et sans déclencher un impôt sur ce que tu retires. Et si, avec cette entité, tu peux accéder ton argent sous forme de prêt, mais cette fois-ci, c'est toi qui fixes les modalités de remboursement. Et pendant ce temps, l'argent que tu as dans l'actif à travers les valeurs continue de croître sans interruption, comme si tu n'avais pas touché. Et si dans cette entité, tu peux continuer à faire des cotisations, payer de l'impôt aujourd'hui, mais ne plus jamais avoir à les payer plus tard, ni avant la retraite, ni après la retraite, quand tu auras besoin de cet argent le plus. Et si, dans cette entité, tu deviens éligible à recevoir des profits de la compagnie que tu détiens à travers des dividendes non taxables. Si une entité pareille existe, un endroit où tu peux faire tout ça, ton argent croît, reste liquide et demeure dans ton contrôle. Pose-toi la question suivante. Quel autre endroit logique existerait pour entreposer ta richesse? Et le seul outil ici que je suis en train de parler qui réunit toutes ces caractéristiques, c'est un contrat qui est bien bâti de l'assurance vie entière avec participation. Préférablement émis d'une compagnie mutuelle qui verse des dividendes. Je vais aussi parler du REE, du R3E. Et les parents qui contribuent dans les REE, ils ont une bonne intention. Mais et si cette bonne intention te fait perdre le contrôle? Car la mise en place de ces R3E est que la plupart des parents qui vont y contribuer est pour préparer les études postsecondaires des enfants. Donc, on ouvre un R3E, un régime enregistré d'épargne études. Sur papier, l'idée est parfaite. Tu mets de l'argent chaque année, tu reçois de l'argent gratuit du gouvernement, les subventions, et ton enfant pourra aller à l'université avec l'argent que tu as mis, les subventions et l'effet composé sur les intérêts que tu vas générer. Mais peu de parents s'arrêtent pour poser la vraie question. Qu'est-ce que je perds en contrôle quand je fais ça? Revisitons comment fonctionne un R3E, un régime enregistré d'épargne études. Tu peux cotiser jusqu'à 2 500 $ par année et par enfant pour obtenir la subvention canadienne pour l'épargne études. Donc là, c'est la SCEE. Donc ça, c'est une bonification de 20% sur ce que tu peux mettre. Donc 20% de 2 500 $, c'est 500 $ par année. Et le maximum que tu peux avoir du gouvernement fédéral de cette bourse est 7 200 $. Donc 500 par année, 7 200 $ dans la vie de ton enfant. Certaines provinces, incluant le Québec, la Colombie-Britannique et Saskatchewan, ils offrent même des bonifications additionnelles, ce qui peut porter le total à environ 8 000 $ à 12 000 $ d'incitatifs combinés. Les placements à l'intérieur du R3E vont croître à l'abri de l'impôt, ils ne vont pas être imposés, mais lorsqu'ils sont retirés pour les études, les subventions et les gains sont imposés au nom de l'étudiant. Donc, si l'enfant ne poursuit pas les études postsecondaires, ces montants doivent être remboursés au gouvernement et la croissance est imposée sûrement aux parents. Maintenant, regardons un peu la réalité du parent. Donc, tu peux cotiser fidèlement pendant 17 ans pour que cet argent soit utilisé seulement 4 ou 5 ans d'études. Ça vaut la peine. Mais pendant ces 17 ans, tu ne peux pas accéder librement à ton argent. Tu peux retirer uniquement tes cotisations, pas les subventions ni les rendements. Et bien sûr, tu ne peux pas le faire sans perdre les avantages ou payer des pénalités. Donc, même si la vie t'apporte des occasions, comme investir en immobilier, expandre ton entreprise ou des imprévus dans ta vie, cet argent reste hors de portée. Sauf si tu veux perdre les subventions et les intérêts, là tu peux y accéder. Ce que la plupart des parents vont faire ici, c'est qu'ils vont encore terminer à emprunter ailleurs, alors que des milliers de dollars de leur propre argent sont dans un R3E. Mais en faisant tout cela,
la question qui revient est la suivante. Qui en profite vraiment? Car pendant que ton argent est là, immobilisé, il est regroupé et investi par les institutions financières. Ces institutions financières vont percevoir des frais de gestion sur les placements dans ce REE. Que le marché monte ou descende, que le marché performe ou pas, tu perds l'accès et le contrôle. Mais quelqu'un d'autre, qui est le banquier, continue de gagner de l'argent sur ses cotisations. Maintenant, tu as tout fait pendant 17 ans pour que ton enfant utilise ton argent pendant juste 5 ans. 5 ans, je parle juste des études postsecondaires. Une fois diplômé, le compte est fermé. Donc, ton enfant commence sa vie financière à zéro, sauf si tu avais quelque chose d'autre qui est prévu. Mais pendant ce temps, les besoins financiers de la famille continuent. Hypothèque, retraite, croissance d'entreprise et beaucoup d'autres choses que tu vas en avoir besoin. Mais l'argent que tu as épargné n'a jamais pu t'aider à travers ces étapes que je viens de mentionner. Maintenant, quel est l'effet caché sur l'aide financière aux étudiants? Maintenant, quel est l'effet caché sur l'aide financière que les étudiants peuvent recevoir venant du gouvernement? En Ontario, par exemple, on a le RAFEO. Et avec le RAFEO, tu peux recevoir des bourses et des prêts. Les bourses, tu ne les rembourses pas, mais les prêts, tu vas les rembourser à la fin de l'université. Même à la fin de l'université, tu as même une année, 6 mois à une année, avant de commencer à faire les remboursements. Et le RAFEO, ils vont prendre en compte le revenu des parents et le solde des REE avant de décider si un étudiant va recevoir des bourses non remboursables ou des prêts. Si un étudiant possède maintenant un REE et que le REE est capitalisé, son droit aux bourses non remboursables diminue ou disparaît. On lui offre alors plus de prêts et moins de bourses, ou pas de bourses. Autrement dit, l'argent que tu as épargné peut réduire les aides gratuites que ton enfant aura pu recevoir, sans avoir besoin de contribuer quoi que ce soit en tant que parent. Maintenant, essayons d'imaginer les choses différemment pour l'avenir de nos enfants. Le concept bancaire infini, encore, je le répète, c'est un exercice en imagination, en raison et en logique. Alors, essayons d'imaginer ensemble, avec ton cœur de parent, avec raison, avec logique, la façon la plus avantageuse pour épargner pour les enfants et épargner pour les études postsecondaires. Et si tu veux bâtir une entité qui peut faire croître ton argent à un taux élevé pendant les 17 ans, à l'abri de l'impôt, sans que tu en perdes jamais l'accès, même si la vie t'oblige à t'en servir avant. Et si cette entité pourrait rester invisible aux yeux de l'Agence du revenu du Canada ou du RAFEO, de sorte que ton enfant puisse recevoir beaucoup de bourses et moins de prêts quand viendra le temps des études. Et si ici, dans cette entité, l'argent peut continuer de croître, même après l'université, prêt à aider ton enfant pour acheter sa première maison, lancer ses affaires ou poursuivre ce que tu as bâti. Et si dans cette même entité, ça te permet d'accéder ton argent quand tu en as besoin, sans pénalité, sans justification et surtout, ce qui est important, sans jamais interrompre la croissance et perdre ce qui a déjà été bâti et ce qui va se bâtir après. Et si dans cette entité, tu as la possibilité d'emprunter contre les valeurs qui sont à l'intérieur, selon tes propres termes, tout en laissant ton argent continuer de travailler comme si tu n'en avais jamais touché. Et si avec cette entité, tu as maintenant une capacité de recevoir une part des bénéfices de la compagnie ou l'épargne logée sous forme de dividendes non taxables, si une telle entité existait, si tu pourrais bâtir une entité pareille, dans un endroit où ton argent pourrait grandir, rester liquide et soutenir ta famille pour des générations, pas seulement pendant les 5 ans. Pose la question suivante. Pourquoi enfermer ton argent dans un régime qui ne travaille que pour une courte période, quand tu peux le placer dans un système qui œuvre pendant toute ta vie? Et encore, le seul outil qui réunit toutes ces caractéristiques, c'est le contrat d'assurance vie entière avec participation, émis par une compagnie mutuelle qui verse des dividendes préférablement. Donc, il s'agit d'un système qui va libérer ton épargne au lieu de la confiner. Maintenant, j'ai parlé de là où les banquiers nous disent de conserver l'argent, j'ai parlé de là où les gens conservent de l'argent, mais où est-ce que les banques entreposent leur propre argent? L'argent le plus précieux, leur épargne, où est-ce qu'ils mettent cet argent? Voyons voir là où ils mettent l'argent. Quand la plupart d'entre nous entrent dans une banque, on nous dit de placer notre argent dans des comptes d'épargne, d'investissement, donc d'épargne régulier. On a des REER, on a des CELI, on a des REE pour les parents, donc c'est ce genre de compte. Mais si on regarde où les banques elles-mêmes mettent leur argent, ce n'est pas là. Car en lisant les rapports financiers publics des grandes banques canadiennes, ici je vais citer RBC, je vais citer BMO, je vais citer CIBC, surtout BMO et CIBC,
Un détail a sauté aux yeux. Il y a une ligne importante appelée contrat d'assurance vie détenu par des banques. Un contrat d'assurance vie détenu par la banque, c'est une police d'assurance vie entière, permanente, que la banque achète sur la vie des employés qui sont clés et des dirigeants. Donc la banque en est à la fois le propriétaire et le bénéficiaire, et la valeur de rachat de la police croît à l'abri de l'impôt, avec des rendements stables et un niveau de risque qui est très faible. Ces valeurs de rachat apparaissent dans les bilans comptables des banques sous la rubrique autres actifs. Et ici, je vous présente ça, c'est la banque BMO. Et ici sur l'écran, je vous invite à voir, ici on a autres actifs. Et quand on parle d'autres actifs, quand vous lisez cette description, pour question de temps, il s'agit de l'argent que la banque conserve pour eux, pas l'argent que la banque conserve pour les dépositeurs. C'est les commissions qu'ils ont gagnées, c'est les revenus qu'ils ont gagnés qu'ils vont placer dans des actifs. Et si on descend juste ici à la page suivante, la banque BMO nous donne un état financier consolidé de leurs actifs, sous actifs divers. Et en 2024 seulement, on voit le premier endroit où ils avaient plus d'argent, ça c'est en millions de dollars canadiens. On parle des métaux précieux, 9,4 milliards. On parle des garanties en trésorerie, ça peut peut-être dire le cash, 9,4 milliards. Et on a aussi des contrats d'assurance vie détenus par la banque, qui sont de 6 milliards 350 millions. Et l'année passée, c'était le deuxième actif le plus grand sur cet état financier consolidé. Maintenant, pensez quelque chose. Cela représente environ 14% du total des actifs dans cette catégorie. Maintenant, comment est-ce que les banques classifient ces contrats d'assurance vie détenus par eux-mêmes? Et si on regarde le rapport de la CIBC, ça décrit bien que les autres actifs comprennent également le placement dans l'assurance vie détenu par la banque comptabilisé à la valeur de rachat, laquelle est présumée être une approximation raisonnable de la juste valeur. Dans quelques mots, ils ont une rubrique autres actifs, il y a le placement, ils investissent, ils mettent de l'argent dans l'assurance vie détenue par la banque et que la représentation de la juste valeur de cet actif, c'est la valeur de rachat. Gardez ce mot en tête, ça va nous aider dans la prochaine présentation. Autrement dit, les banques considèrent ces polices comme des actifs liquides, stables et stratégiques. Elles les classent aux côtés de leurs réserves principales, telles que les garanties en espèces. Mais maintenant, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que les banques organisent leurs actifs comme ça? Quand les banques utilisent l'assurance vie, pour eux, ce n'est pas pour la protection au décès. Elles le font parce qu'elles comprennent que la valeur de rachat croît de manière prévisible, sûre et fiscalement avantageuse, tout en pouvant être empruntée contre sans interrompre sa croissance qui se déroule. En d'autres termes, l'outil que Nelson Nash enseigne dans le livre « Devenez votre propre banquier », ce même outil est déjà utilisé comme outil de réserve par les plus grandes banques du pays. Et maintenant, voilà là où j'observe un double standard. Les banques disent aux particuliers, placez votre argent dans les régimes enregistrés, dans les comptes, et maintenant, réservez cet argent dans ces comptes et nous allons gérer ça pour vous. Mais dans leur propre livre comptable, dans leur propre état financier, elles achètent ces assurances vie entières en milliards, en l'enregistrant comme un actif. Et l'actif, lui-même, la police d'assurance vie, va servir comme réserve à long terme, qui va croître de façon sûre et constante. Sauf que la banque ne va pas se vanter avec ces polices. La banque ne s'en vante pas. Ces informations sont enfouies profondément dans des rapports financiers. La question logique maintenant qui vient est la suivante. Pourquoi les institutions valant des milliards choisiraient-elles d'entreposer leur argent dans des polices d'assurance vie si ce n'était que juste ces actifs sont les plus stables, les plus efficaces et les plus fiscalement avantageux qui soient? Est-ce qu'ils le font par hasard ou bien ils savent exactement ce que cet outil peut faire? Et si cet outil est assez bon pour les bilans des banques, n'est-ce pas assez bon pour le bilan de ta famille? La leçon à retenir ici est la suivante. Il ne s'agit pas d'aller acheter des polices en milliards ou d'envier la banque. Il s'agit de la prise de conscience d'une réalité importante. Les banques sont déjà devenues leurs propres banquiers en utilisant ces contrats. Le Conseil bancaire infini donne aux Canadiens ordinaires la possibilité d'appliquer les mêmes principes sans avoir besoin d'être une institution à plusieurs milliards. La signification du mot « assurance vie » donne maintenant deux visions. Pour la plupart des Canadiens, le mot « assurance vie » évoque une idée simple. Je dois mourir pour que ma famille gagne. Mais pour les banques, quand ils entendent
une assurance vie entière détenue par la banque, elle pense à un actif. Il s'agit d'un actif qui travaille pendant que l'assuré est encore en vie. Encore sur ces rapports, vous avez vu des milliards en valeur de rachat. Ce n'est pas juste de l'argent en attente d'un décès. C'est de l'argent. C'est un actif qui produit des rendements et renforce leurs réserves. Maintenant, pourquoi est-ce que les banques considèrent ces polices comme des actifs? Par définition, je dirais qu'un actif est quelque chose que tu peux acheter, quelque chose que tu peux vendre, quelque chose qui peut croître en valeur et quelque chose qui peut générer de l'argent tant que tu l'as en ta possession. Et ces polices d'assurance vie entière, ils remplissent ces 4 critères. Elles peuvent être achetées, elles croissent chaque année, elles peuvent être utilisées comme levier pour ta liquidité. Et elles produisent un revenu fiscalement avantageux à l'intérieur du même système. Les banques l'ont compris depuis plus d'un siècle et c'est pourquoi que les banques détiennent ces contrats en milliards discrètement depuis les années 1800. Mais j'aimerais que vous captiez quelque chose, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Ces polices n'ont pas été inventées par des gourous de la finance ou des influenceurs. Elles existent au Canada depuis 1842, bien avant les fonds communs de retraite, les REER, même bien avant la banque moderne telle qu'on la connaît. Elles ont été créées pour résoudre des problèmes d'argent qui vont survenir sûrement pendant ta vie, pas seulement pour payer les funérailles. Donc le concept bancaire infini remet simplement à jour cette vocation originale en utilisant le même type de contrat que les banques emploient pour stabiliser leur bilan. Le concept bancaire infini remet simplement à jour cette vocation originale en utilisant le même type de contrat que les banques emploient pour stabiliser leur bilan. La bonne nouvelle ici, c'est que quand tu as un contrat pareil et que tu vis longtemps, tu gagnes parce que ton argent continue de travailler pour toi année par année sans interruption et tu peux y accéder. Et si tu nous quittes trop tôt et que tu décèdes, ta famille gagne parce qu'elle reçoit beaucoup plus que tu ne peux en verser dans ce contrat. Et devine, qui perd le contrôle sur cet argent dans cette équation? Les banques et le gouvernement. Parce que pour une fois, elles ne peuvent ni toucher ni profiter des dollars que tu mets dans ce système. Chaque dollar travaille pour toi, bénéficie à toi et à ta famille et reste dans le système bancaire que tu possèdes le contrôle. Tu gagnes en premier et tu gagnes en dernier. Comme on a assez parlé du concept, on a assez entendu la théorie, et si cela fait du sens pour toi, je pense que tu aimeras cette partie qui suit. Car je vais vous parler d'une étude de cas. Ces clients s'appellent Lucas et Emily. Lucas, 35 ans, Emily, 33 ans. Ils sont mariés et ils ont 2 jeunes enfants. Leurs habitudes financières, avant de les rencontrer, étaient de mettre 5 000 $ au moins par année dans un CELI afin qu'ils puissent accéder de la liquidité quand ils le veulent. Et ils répartissaient 15 000 $ entre un REER et un REE pour la retraite et les études des enfants postsecondaires. Quand je les ai rencontrés au début 2024, ils voulaient aussi acheter une nouvelle voiture. Une voiture qui est plus grande, qui est adaptée à leur famille grandissante. Les 3 options qu'ils ont pour acheter la voiture sont ce qui suit. Ils pouvaient soit acheter la voiture au comptant, en cash, et la décision financière qu'ils viennent de faire en faisant cela, ils vont perdre l'argent et les intérêts que cet argent aurait pu générer. Et on l'a vu dans l'exemple du coût d'opportunité. Mais quand ils font cela, quand ils achètent la voiture cash, qui a le contrôle, pas eux, mais la banque. Deuxième choix qu'ils peuvent entreprendre, c'est prendre un crédit auto. Et c'est ce qu'ils allaient faire auprès de la banque. Donc, ils doivent se préqualifier, ils doivent payer les intérêts et ils doivent suivre les termes de paiement imposés par la banque. Qui est toujours au contrôle? La banque. Troisième choix, c'est de louer la voiture. Sauf que louer la voiture, ils vont envoyer de l'argent pendant des années, chaque mois, et à la fin, ils n'ont aucune garantie de rien. À la fin, ils ne possèdent pas la voiture. La voiture, ils doivent la remettre car c'est juste une location. Toujours aucun contrôle. Quand je leur ai demandé combien de voitures ils ont eu jusqu'à présent, la réponse était 4 voitures. Donc, chacun d'entre eux a déjà eu au moins 2 voitures, a déjà acheté et conduit 2 voitures. Et chaque voiture a duré environ 6 ans. Maintenant, je les ai dit, si cette habitude est maintenue, ce qui n'est pas mal, ils vont au moins acheter 8 voitures au cours de leur vie qui reste. Et maintenant, j'aimerais un peu attirer votre attention sur le coût caché du financement et comment le résoudre. Maintenant, prenons que le coût moyen ici est de 30 000. Donc, si il reste d'acheter 8 voitures, donc c'est 8 voitures fois 30 000 $, ce qui est 240 000 $ d'argent qui est parti dans les voitures, juste sous forme d'achat principal. Donc, le principal, pas d'intérêt. Comme ils comptaient utiliser le deuxième moyen qui est
le crédit auto. Donc, il faut aussi qu'on compte le coût de financement. Ici, il s'agit de 192 000 $ en plus des 240 000 $ de financement. Donc, cela équivaut à 432 000 $ qu'ils vont dépenser juste sur les voitures qu'ils vont acheter et conduire dans leur vie. Indépendamment de comment ils vont acheter, que ce soit au comptant ou par crédit, cet argent est parti et cet argent va quitter leur vie. Pour combien de temps? Pour la vie. Donc, cet argent est sorti de leur contrôle. Et maintenant, si on essaie de regarder ce 432 000, ça, c'est plus d'argent qu'ils vont en épargner pour leur retraite. La question que je voudrais poser est la suivante. Seriez-vous ouvert à ce que je vous montre comment bâtir un actif de 1 700 000 dans votre vie avec les mêmes 20 000 $ que vous épargnez déjà dans les CELI, les REER et les REE? Et on ne va pas changer l'objectif. On va toujours garder l'objectif qui est la liquidité à court terme dans le CELI, la retraite, une bonne retraite et les études postsecondaires des enfants qui sont payées. On va garder l'objectif. Mais je vais bâtir un actif de 1,7 million avec les mêmes liquidités de 20 000 $ sans travailler plus dur, sans prendre plus de risques, sans perdre le contrôle sur leur argent et surtout sans les banquiers. Donc, on va utiliser le même carburant, donc la même somme d'argent. On ne va pas changer les objectifs, je répète. Donc, on change tout simplement le véhicule pour les transporter à la destination qu'ils veulent aller. Et quand ils ont accepté cela, je les ai introduits d'abord au concept et je vais maintenant les introduire à l'outil pour pratiquer le concept bancaire infini. Et l'outil s'appelle un contrat d'assurance vie entière participante avec une compagnie qui paye des dividendes. Nelson Nash appelait cet outil juste un système bancaire avec une prestation de décès attachée. Donc pour Nelson Nash, ce qui nous a ouvert les yeux, c'est de voir cet outil pas comme une assurance, mais comme un système bancaire. Pourquoi? On peut déposer de l'argent, on peut emprunter de l'argent, quelqu'un peut jouer le rôle de banquier et quelqu'un peut profiter du profit qui vient de ce système qui est le propriétaire du système, sous forme de dividendes bien sûr. Mais allons en profondeur avec ça. Les composantes de cet outil. On a la prime. La prime représente le dépôt dans ton système bancaire. Pourquoi? Toute police d'assurance a besoin d'une prime mensuelle ou annuelle pour pouvoir profiter des garanties contractuelles. Maintenant, cette prime est un dépôt qui entre dans le système bancaire. Donc, Lucas et Emily, ils vont prendre les 20 000 $ qu'ils envoient ailleurs par année et les rediriger dans leur système bancaire qui sont ces polices. Et la question que je les ai posée afin juste de les faire réfléchir, c'était que quand l'argent est envoyé dans les REER, REE, qui détient le contrôle de cet argent pendant ce moment? Quand l'argent est envoyé dans ces comptes enregistrés, c'est la banque. Qui en tire des intérêts? Les propriétaires de la banque, pas eux. Donc, en IBC, la prime devient la solution. La prime, c'est ton dépôt dans un système que tu contrôles. Maintenant, on va constituer la prime. C'est là où on parle de bien constituer ces polices. On va constituer la prime et on va la diviser en deux. Dans 20 000 $, 4 600 $ va représenter la prime qui est requise par année. Et 15 600 $ va représenter la prime qui est optionnelle. La prestation de décès, je vais juste m'arrêter sur, pour Lucas et Emily, la prime annuelle sera de 20 000 $ par année. Je vais plus tard vous parler de comment est-ce que la prime est constituée. Et la deuxième composante dans cet outil, il s'agit de la prestation de décès, de l'assurance vie même, le montant assuré. Il s'agit de la protection familiale et dans tout ça, le propriétaire, c'est Lucas. La personne qui est assurée, c'est Lucas. La bénéficiaire, c'est Emily. Qui paye, c'est Lucas et Emily. Donc, au moment où Lucas décède, il ne s'agit pas de s'il va décéder, car tout le monde a une date de décès un jour dans le futur, un chèque d'une valeur qui est très importante, un chèque non imposable, sera versé à Emily au décès de Lucas. Cela représente le patrimoine financier garanti pour la famille. Et puis, on a aussi une composante qu'on appelle la valeur de rachat. La valeur de rachat, il s'agit de l'actif réel, l'actif vivant, qui est à l'intérieur de cette police. Et la valeur de rachat est le capital qui se construit dès le premier jour, dès le début du contrat. Et elle croît chaque jour à l'abri de l'impôt, parce qu'elle doit, par contrat, égaler la prestation de décès à l'âge de 100 ans. Donc, je répète, la valeur de rachat doit contractuellement être égale à la prestation de décès à l'âge de 100 ans. Donc, tu peux y accéder à tout moment. C'est ton équité qui est dans la police. La valeur de rachat est une représentation actuelle de la prestation de décès qui va être payée au futur. Elle est garantie et elle suit toujours la ligne que la prestation de décès suit, car elles doivent se rencontrer un jour.
La dernière composante dans une police d'assurance vie entière est la dividende. Et la dividende, c'est ta part dans les profits générés par la compagnie. Car quand tu détiens une police d'assurance vie entière avec participation, tu deviens copropriétaire de la compagnie d'assurance. Et dans le cas d'une compagnie d'assurance mutuelle, il n'y a aucun actionnaire. Les actionnaires de la compagnie sont les détenteurs des polices d'assurance vie entière. Donc, quand les profits sont déclarés, ils sont redistribués entre les copropriétaires de la compagnie qui sont nous, les détenteurs des polices. Et les dividendes, quand ils sont annoncés, ils deviennent garantis. La seule dividende qui n'est pas garantie, c'est celle qui n'est pas encore annoncée. Donc, les compagnies avec lesquelles nous travaillons, incluant la compagnie mutuelle qui verse des dividendes, ces compagnies ont toujours versé des dividendes dès leur début. On parle au moins des années 1847 ici au Canada. Maintenant, la question la plus importante qui se pose est la suivante. Comment accéder de l'argent dans ces polices? Quelle est la méthode? Il y a plusieurs méthodes. Je vais décrire chaque méthode et sa description et la conséquence de la méthode. La première, c'est annuler la police. Annuler la police, ça veut dire que tu viens de racheter la valeur de rachat. Et quand tu fais un rachat complet, tu viens d'annuler la police. Tu viens d'abandonner les garanties contractuelles qui t'appartenaient, incluant l'assurance vie, et tu vas encaisser 100% la valeur de rachat. Dépendamment de quand tu le fais, ce montant peut être imposable. Mais au moins, tu as eu 100% de la valeur de rachat. Donc, tu viens d'abandonner la protection et la croissance future que ça aurait généré. Ou tu peux aussi faire un retrait partiel de la valeur de rachat. Pas un rachat complet, un retrait partiel, en retirant. Donc, tu peux retirer une partie de la valeur de rachat, comme dans un compte bancaire. Tu peux retirer ton argent. Maintenant, la croissance s'arrête sur le montant retiré. Pourquoi? Ce montant n'est plus dans la police. Et la troisième option qu'on a, ce sont des avances sur police, des prêts sur police. Et c'est ce qu'on recommande pour implémenter ce concept. Tu peux emprunter jusqu'à 90% des valeurs de rachat qui sont dans la police. Et la croissance va continuer. La croissance de la valeur de rachat va continuer sans interruption, comme si tu ne l'as jamais touché. Maintenant, comment fonctionnent les prêts sur police? Car c'est ce qu'on recommande. Tu n'empruntes pas la valeur de rachat. Tu empruntes contre ta valeur de rachat. Comme étant propriétaire d'une maison, tu as de l'équité dans ta maison. Tu empruntes contre l'équité. Tu ne retires pas l'équité. Et la compagnie d'assurance elle-même, elle va te prêter son propre argent. Et la compagnie va placer une note ou bien une sûreté sur la prestation de décès qui est sur ta tête. Donc, si tu décèdes avec un prêt en cours, le montant du prêt est simplement déduit du capital décès avant d'être payé aux bénéficiaires. Donc, si tu avais une assurance de 1 million et que tu as dépensé 200 000 $ de prêt contre la valeur de rachat, donc ta famille ne va que recevoir 1 million moins 200 000 $, 800 000. Maintenant, il y a des faits importants concernant ce prêt que j'aimerais que vous compreniez avant qu'on passe à voir les chiffres. Les prêts que tu peux prendre sur les polices, l'avance des polices, ils ne vont jamais interrompre la croissance quotidienne de la valeur de rachat. Ces prêts ne vont jamais réduire l'assurance vie que tu as sur ta tête tant que tu es vivant. Ces prêts ne vont jamais affecter les dividendes qui te sont versés chaque année. Et surtout, ces prêts que tu es donnés, ce sont des prêts privés entre toi et la compagnie d'assurance dont tu es copropriétaire. Donc, ça n'apparaît pas sur ton dossier de crédit. Et l'un des points les plus importants est que les modalités de remboursement ne sont fixées par aucune personne à part toi. Pourquoi? Tu es le propriétaire de la police et tu es le propriétaire de la compagnie. Il n'y a aucune personne qui va jouer le rôle de banquier ici à part toi. Et ce qu'on fait, on t'apprend à jouer ce rôle de banquier afin que tu aies toujours une police qui est capitalisée. Les intérêts que tu payes en repayant ce prêt, ils vont retourner à la compagnie dont tu es copropriétaire. Ils vont recevoir ça sous forme de profit, sous forme de revenus. Et quand le profit est déclaré, qui est venu des intérêts qu'on a payés, qu'on a repayés, ça nous revient sous forme de dividendes. Maintenant, quand Lucas et Emily ils ont compris ce que je viens d'expliquer, cela a changé tout. Pourquoi? Car quand ils ont besoin d'une voiture et ils vont en acheter, et je vais vous montrer, ils ne vont plus aller choisir de payer soit comptant, cash ou crédit ou louer. Ils vont pouvoir emprunter contre leur valeur de rachat et laisser la valeur de rachat continuer à accroître et rembourser à leur rythme ou bien rembourser au même rythme que le banquier leur aurait imposé. Et ils vont en même temps posséder la voiture dès le départ, sans prêt enregistré sur la voiture. Voilà maintenant toute la différence entre financer à travers la banque de quelqu'un d'autre
et devenez ton propre banquier. Maintenant, on va passer à une partie là où je vais partager l'écran et vous montrer exactement tout ce que j'ai décrit. On a vu la famille de Lucas et Emily et on a vu, ils avaient 5 000 $ dans le CELI qu'ils mettaient, 15 000 dans le REER, dans le REE. Et comme ils comptaient financer la voiture, ils allaient acheter une voiture d'environ 30 000 $ et le plan est qu'ils accèdent 5 000 $ dans leur CELI et qu'ils financent la différence, donc 25 000 $. Et l'endroit où ils planifiaient de chercher le 25 000 $ est à la banque, à travers un prêt. Et ils étaient prêts à payer la banque 500 $ par mois. Et je les ai bien fait le calcul. S'ils comptent acheter des voitures chaque 6 ans, ils vont au moins acheter 8 voitures. Et si on prend 8 voitures fois 30 000, cela nous donne 240 000. Et si on ajoute le coût de financement, ici, ça représente 432 000 total. Et je les ai promis que s'ils suivent ce que je vais les enseigner ici, je vais les bâtir un patrimoine de 1,7 million de dollars dans leur vivant, sans les banquiers, sans les banquiers, sans qu'ils travaillent plus dur, sans qu'ils prennent plus de risques et sans les exposer à plus de stress. Et surtout en gardant l'argent dans leur contrôle. Ils ne vont jamais perdre le contrôle de leurs dollars. Et ce que j'ai fait, je les ai bâti une police. J'ai formulé une police pour eux. Et ici, la police, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que la façon dont j'ai bâti la police, ils ne sont pas obligés de chaque année mettre 20 000 $. Non, ils ne sont pas obligés de chaque année de mettre 20 000 $. La prime minimum dans ce cas, elle est de 4 600 $. Je vais juste le mettre ici à côté pour vous. Chaque année, la prime qui est requise diffère de la prime qui est optionnelle. Et dans ce cas, la prime requise est de 4 300 $ par année et la prime optionnelle est la différence de 15 600 $ par année. Donc, ils ne sont pas obligés de toujours emmener les 20 000 par année. La prime requise est celle qui est obligée. Et même elle peut être prise en soin par des dividendes plus tard, afin de montrer qu'ils ne vont pas s'engager dans quelque chose qui va les mettre en prison, là où ils doivent toujours mettre de l'argent. Ils sont en train d'y mettre de l'argent et ils vont en mettre plus car ils croient que cet outil est leur réserve financière privée. On repart dans l'exemple. La première année ici, avant même qu'ils ne mettent le premier 20 000 $, ils viennent de souscrire à une assurance de 500 000 $. 500 000 $. L'assurance de 500 000 $ qu'ils viennent de souscrire est composée d'un mix d'assurance temporaire permanent et c'est avec ce 20 000 $ qu'ils vont mettre dans la même année, comme ils le remettent dans un CELI, dans un REER et dans un REE. L'assurance de 5 000 $ va aller de 5 000 à l'assurance va aller de 500 000 à 566 000 $. Donc l'assurance vient d'augmenter dans une année. Mais une chose aussi va se dérouler. Je vous ai bien dit que la valeur de rachat, c'est une représentation d'aujourd'hui, de ce que représente la prestation de décès aujourd'hui auprès de. Donc c'est l'équité. Cette valeur de rachat sera de 18 033 d'ici à la fin de la première année. Cela ne veut pas dire qu'ils vont attendre la fin de l'année pour accéder de l'argent. Dès que le 90% de disponible arrive à être 500 $, ils peuvent emprunter ce montant. Donc ici, l'illustration ne va juste qu'être disponible afin que les gens puissent voir ça d'une façon annuelle. Maintenant, dans cette première année, le maximum qu'ils peuvent emprunter est 18 033. Et précisément, ils peuvent avoir 90% de ce 18 033, ce qui est 16 229. Mais vous comprenez bien que 16 229 n'est pas assez afin qu'ils puissent se procurer d'une voiture de 30 000 $. Donc, ils ont fait le choix de capitaliser dans leur système au lieu d'aller emprunter la différence. Et ce genre de choix ne font que des gens qui ont la mentalité de banquier. Car ils comprennent qu'aller emprunter, ils comprennent le coût. Mais ils comprennent que s'ils capitalisent et s'ils vainquent la loi de Parkinson, dont je vais vous parler plus tard, ils comprennent qu'ils vont plus avancer dans la vie. Donc, 20 000 $ est entré, l'assurance est de 500 000 à 566 000 $, la valeur de rachat est à 18 000, ils peuvent emprunter 16 229, mais ils ne vont pas le faire. Ils peuvent utiliser ça pour un accès à de l'argent à court terme, comme ils l'auraient fait dans un CELI, mais ils vont garder l'argent ici afin que ce soit capitalisé. À la fin de la première année, ils vont recevoir leur première dividende de 929 $. Et la question ici que je pose est la suivante. Y a-t-il eu une année où la banque t'a déjà remis une dividende à cause que tu y as déposé 20 000 $ de ton revenu? Je ne pense pas. Et cela n'existera jamais. Pourquoi? Tu n'es pas le propriétaire de la banque. Tu es juste un dépositeur et un emprunteur. Mais ici, ils ont déposé de l'argent. Ils ont leur assurance. Lucas a son assurance de 566 000. La valeur de rachat est maintenant à 18 033.
Ils peuvent emprunter 16 229. OK. On se rappelle de leur objectif. Avoir de l'argent à court terme, acheter leur voiture, préparer une bonne retraite et préparer aussi les éducations postsecondaires de leurs enfants, les fonds qu'ils auront besoin. La deuxième année, ils entrent et Lucas et Emily mettent 20 000 $ dans cette police. La valeur de rachat qui était à 18 000 augmente à 37 000. Il y a une colonne ici que j'ai mis en vert qui s'appelle augmentation annuelle de la valeur de rachat totale. Ça, c'est combien la valeur de rachat va augmenter d'une année par rapport à l'autre. Et la deuxième année, la valeur de rachat va de 18 000 à 37 000. Ça, c'est une augmentation de 19 548 de la valeur de rachat. Combien est entré sous forme de prime? 20 000 $. Et comme on sait bien qu'ils peuvent prendre une avance ou un prêt de 90% sur leur terme, sans demander permission à personne, sans se préqualifier, ils peuvent prendre un prêt de combien? Un prêt de 33 822 et 90. Est-ce que c'est assez pour acheter le voiture de 30 000? Oui. Est-ce que ça vaut la peine qu'ils aient attendu ce point? Je vais vous laisser juger après qu'on ait regardé d'autres années. Maintenant, dans 33 000, ils vont emprunter 30 000. Quand ils empruntent 30 000, je l'ai bien répété, ce prêt ne va pas être enregistré sur leur bureau de crédit. Et ce 30 000 qu'ils vont emprunter, ça ne va pas interrompre la croissance de ce 37 000 qu'on voit ici. Et surtout, le 30 000 qu'ils vont emprunter ne sera pas quelque chose qui va aussi interrompre la croissance de leur assurance décès. Et maintenant, l'avance qu'ils vont prendre dans la police est de 30 000. C'est un prêt, mais on appelle aussi ça une avance. Et si il arrive quelque chose que Lucas décède cette deuxième année, la famille va recevoir 632 000 moins 30 000. Bien sûr, on compte l'intérêt qui serait imputé, mais s'il décède dans la première année ou même à la fin de l'année, cet intérêt pourra peut-être être un maximum de 650 fois 3, car le taux d'intérêt est maintenant à 6,5%. Donc, dans les 632 000 qui étaient là, que la famille pourrait recevoir si Lucas décède, s'il n'a rien emprunté, s'il décède cette même année et qu'ils n'ont rien payé sous forme de paiement, ils ont juste conduit la voiture, la famille reçoit 601 000. Combien de primes Lucas a mis dans les 2 premières années? On a 40 000. Et ici, à la deuxième année, comme Lucas et Emily s'apprêtaient d'envoyer 500 $ par mois à temps à la banque, ils vont aussi le faire avec leur propre système bancaire. Car le concept bancaire infini nous apprend à respecter notre argent comme on respecte l'argent de la banque. Car si tu as emprunté dans un système et que tu les payes à temps et au complet, pourquoi ne pas faire la même chose dans ton propre système bancaire? Il ne faut pas juste profiter du fait que tu es propriétaire pour abuser le système. Car abuser le système, c'est juste te priver de ce que tu peux avoir demain. Et année en année, ils ont fait le paiement du prêt qu'ils ont pris dans la police, 500 $ par mois. Est-ce qu'ils étaient obligés? Non. Est-ce que quelqu'un les a envoyés un relevé à la maison chaque mois? Non. Est-ce que quelqu'un les rappelle de payer? Absolument pas. Ils ont le plein contrôle. Est-ce que la paix intérieure que Lucas et Emily ont, est-ce qu'on peut la voir sur cette illustration? Absolument pas. Pourquoi? Il y a ce qu'on peut voir sur une illustration et il y a ce qu'on ne peut pas voir. Mais ici, ils ont un sentiment, et le sentiment est vrai, un sentiment de contrôle. Et ce sentiment de contrôle ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en train d'avancer dans la vie. Non, ils ont emprunté 30 000, ils vont commencer à faire le paiement comme ils l'auraient fait à la banque, mais entre-temps, 37 000 de valeur de rachat qu'ils ont emprunté contre continuent de grandir. Ici, vous allez voir qu'à la fin de la deuxième année, la dividende sera de 1428. C'est une dividende annuelle, je répète. Pourquoi? Car ils sont copropriétaires de la compagnie d'assurance avec laquelle ils vont affaire. Et maintenant, faisons un peu un récapitulatif sur ce qui va se passer pour les premières 7 années. Dans les premières 7 années, combien d'argent ils ont mis sous forme de prime chaque année? Donc, c'était 20 000 par année. Donc, 20 000 fois 7, c'est 140 000. Et combien d'argent ils ont accédé sous forme d'avance sur police, comme prêt? 30 000 $. Et combien ils ont remboursé sur la même période de 6 ans, de la deuxième à la 7e année? C'est 6 000 $ par année. Donc, 6 000 fois 6, c'est 36 000. Donc, si ici, on veut compter les dépenses nettes sur les 7 ans, on va prendre combien ils ont mis sous forme de prime, combien ils ont emprunté. Donc, on fait une soustraction de ce 30 000 et on additionne le 36 000 pour calculer les dépenses nettes, ou le outlay en anglais. Et cela donne 146 000. Ce 146 000, c'est ce qu'ils ont mis qui n'ont pas encore pu accéder. Mais j'aimerais vous inviter à voir ici, à côté, à la 7e année. Quelle est la valeur de rachat à la 7e année? 156 000. Combien d'argent a quitté leur poche afin d'arriver à ce résultat? 146 000. Est-ce qu'ils sont en train d'avancer ou de reculer? Car
j'aimerais qu'on compare un peu si Lucas et Emily n'auraient pas fait ce que j'ai recommandé. Est-ce qu'ils seraient dans une meilleure situation ou dans une situation qui est moins bonne? Pourquoi? Ici, on va voir, si Lucas et Emily auraient continué à mettre 5 000 $ dans leur CELI, jusqu'à date, ils auraient au moins 37 500. Et s'ils auraient continué à mettre 15 000 $ dans leur REER et dans leur REE, pour simplifier le cas, je vais juste garder le REER ici pour le moment, ils auraient 115 000 $ dans leur REER, car ils n'auraient rien accédé, car ce n'est pas encore temps. Et ils auraient envoyé combien à la banque? 6 000 $ par année, ce qui fait 36 000 dans la même période. Donc, pour calculer combien les a quittés, on va prendre 37 500 car c'est quitter leur compte chèque au compte CELI, 115 000 et 36 000 $, ce qui fait un total de 188 500. C'est ça les dépenses nettes. Combien ils ont d'accessibles? Ils peuvent accéder 37 500 du CELI sans pénalité, mais s'ils veulent aussi accéder ce 115 000, ils doivent payer une pénalité de 33 350. Ça, c'est 29%. Ça, c'est le retenu de 29% qu'ils doivent remettre au gouvernement afin d'accéder à 81 650. Donc maintenant, on a le 81 650 plus le 37 500 qui donne 119 150 qu'ils peuvent accéder, incluant la pénalité. Ça les a coûté combien pour arriver à ce résultat? 188 500. Ça, c'est le montant qu'ils ont mis dans les systèmes bancaires des autres. Oublions ce 36 000, ça ne va jamais les revenir. C'est parti pour remplir les poches de la banque et remplir les poches des propriétaires de la banque. Est-ce que Lucas et Emily, est-ce qu'ils sont mieux avec la police ou ils sont mieux sans la police? Est-ce que la police a enlevé n'importe quelle option sur leur table de choix? Est-ce que cette police est-ce qu'ils sont en route de préparer une bonne retraite? Est-ce qu'ils sont en route de préparer une somme d'argent que ces enfants vont utiliser pendant les études postsecondaires? Si vous regardez la valeur de rachat grandissante ici, pensez-vous qu'ils vont manquer de l'argent à court terme? Pensez-vous qu'ils dépendent toujours des banquiers comme ils le faisaient dans la première année? Non. Pourquoi? Leur argent doit résider quelque part. Quel autre endroit meilleur qu'ici, là où leur argent peut résider? Car cela ne s'agit pas d'un investissement. Même pour investir, ton argent doit provenir de quelque part. Et par la fin de cet exercice, je vais vous montrer si Emily aurait pris cet argent et peut-être mis dans la S&P 500. Car la plupart des personnes vont toujours référer la S&P 500, la S&P 500. Les clients que je rencontre me disent « Et si j'aurais pris cet argent et mis dans ce stock, et mis dans ce stock ?» Je vais un peu vous montrer l'illustration et ainsi que les résultats. Ici, ils ont conduit la voiture pour 6 ans. La voiture était achetée cash. Il n'y avait pas de prêt sur la voiture. Prenons qu'après 6 ans, la voiture qui valait 30 000 au début, maintenant vaut 15 000. Elle a perdu 50% de la valeur. C'est compréhensible, ou même plus. Cette année, s'ils décident de dire « Écoute, on va emprunter de l'argent dans notre valeur de rachat, qui est de 169 000, ils peuvent emprunter 30 000, échanger la voiture de 15 000 et acheter une voiture de 45 000 et commencer à payer 6 000 $ toujours par année comme repayement dans les polices qu'ils détiennent. Comment ils se sentent? Ils sont en train de conduire une voiture de 45 000 qu'ils ont financée avec leur propre système bancaire. Et maintenant, observons quelque chose ici. J'ai changé cette police afin juste de montrer quel est le pouvoir des assurances vie entière avec participation. Surtout une police qui a été bien bâtie. Ici, l'assumption que j'ai faite, c'est que Emily et Lucas ne vont juste que maximiser ce qu'ils peuvent mettre pour les premières 7 années. Ce n'est pas de l'argent qu'ils vont tirer de quelque part, c'est de l'argent qu'ils vont plutôt reprioriser, recadrer et envoyer, essayer de l'envoyer ailleurs. Et ici, à partir de la 8e année, ils ont juste commencé à mettre la prime de base, juste la prime requise. Mais observez quelque chose ici. À la 7e année, 20 000 $ est entré, ici sous forme de prime. À la fin de la 7e année, ils ont reçu une dividende de 4 390, ce qu'ils ne vont jamais recevoir à la banque. Et l'augmentation annuelle de la valeur de rachat totale était de 26 793. Si tu m'écoutes et que ça fait au moins 7 ans que tu fais affaire avec ta banque, essaie un peu de penser combien d'argent as-tu déjà transité dans cette banque? Combien d'argent a déjà passé à travers tes mains et sortir? Et essaie un peu de penser si tu étais dans la position de Emily et Lucas. Là où à la 7e année, ils y mettent 20 000, ils y transigent 20 000, ça crée une assurance de 965 000 et la valeur de rachat augmente à 156 000. L'augmentation de la valeur de rachat par rapport à là où la valeur de rachat était l'année dernière est de 26 793. C'est comme faire passer dans ta propre banque 20 000
et avoir 26 693 à dépenser. Est-ce que cela va un jour se passer? Je ne pense pas, dans une banque conventionnelle. Et à la 8e année, on prend une prime de 4 399 et 45 sous. Et c'est ce qu'ils vont mettre comme prime de base. La première chose que j'aimerais vous montrer ici, c'est que la dividende annuelle seulement sera de 4 736. Cela n'a pas commencé à se passer à la première année. Nous sommes à la 8e année. Donc, ils ont pris le temps de capitaliser leur système. Est-ce qu'ils n'auraient pas fait la même chose à la banque? Mais ils ont juste décidé de le faire ici? Est-ce qu'ils ont travaillé plus dur? Est-ce qu'ils sont en train de prendre plus de risques? Non. Tout cela se passe sur une base contractuelle. La personne qui prend le risque ici, c'est la compagnie d'assurance. Mais nous sommes servis en termes de garantie contractuelle. La dividende est de 4 736 et la valeur de rachat va de 156 000 à 169 000. Ça, c'est 13 173 $ d'augmentation. Presque 4 400 est rentré dans la police et la croissance dans la même année était de 13 173. Ça, c'est le double, un peu plus du double de ce qu'ils ont mis. Et si on continue l'exercice, qu'ils continuent à mettre leur argent, où est-ce que Lucas et Emily seront quand leurs enfants auront besoin d'aller aux études postsecondaires? Laisse-moi prendre au moins la 15e année. Lucas a 50 ans, il continue à mettre 4 282 dans cette police. La dividende annuelle de cette année est de 7 891. Et dans cette année, ils ont 282 000 de valeur de rachat. Combien d'argent a déjà transité dans cette police dès le début? On a 174 610. Donc, 174 610 $ à transiger dès la première année à la 15e année. Maintenant, leur enfant, le premier fils prenons, étant qu'il est à l'université. Pensez-vous qu'ils auront un problème ici avec 282 453 de valeur de rachat? Ça, c'est juste pour l'université. Pensez-vous qu'ils sont sur le chemin de préparer une bonne retraite si à 50 ans, il y a 282 000 de valeur de rachat qui sont assis dans la police, grandissant par jour? Pensez-vous que Lucas a peur si demain il décède? Ce n'est pas quelque chose qu'on souhaite, mais si ça se passe, pensez-vous que la famille va se sentir mal s'ils reçoivent 863 693 $? Ça, c'est une situation de contrôle. Nelson Nash disait en anglais que it's a peaceful, stress-free way of life. C'est une vie de paix et de sans stress quand tu contrôles la fonction bancaire dans ta vie. Pensez-vous qu'à cet âge, Lucas et Emily dépendent de la banque comme ils en dépendaient au début, au moins pour les besoins dans leur vie? Ils ont le plein contrôle. Et chaque année qu'ils vivent, le contrôle ne fait que s'accumuler, ne fait que devenir plus grand. Sauf que si dans une année, ils mettent 4 399 à la 8e année et que la croissance interne est de 13 000, qu'est-ce qui se passe s'ils auraient mis le maximum qui est 20 000? S'ils auraient mis 20 000 de primes, la croissance interne augmenterait à 28 335. Est-ce qu'ils sont en train de perdre? Est-ce qu'ils sont en train de gagner? Pensez-y. Et maintenant, vous vous rappelez que je les ai promis que s'ils continuent dans cette route, je vais utiliser cette même liquidité afin de les bâtir un patrimoine de 1,7 million de $ qu'ils peuvent toucher dans leur vie. Et j'aimerais attirer votre attention ici, au moment où ils vont penser à la retraite. Ici, on parle de l'âge où Lucas aura 69 ans. Ça, c'est l'âge où la plupart des retraités commencent à liquider leur REER, car les REER se ferment à 71 ans pour devenir d'autres comptes enregistrés, là où ils vont pouvoir retirer leur revenu de retraite. Et maintenant, à cet âge, la même somme d'argent, entre ou moins 19 883, et ici, comprenez bien quelque chose. Ils ont commencé avec 20 000 par année. Et quand ils ont commencé, ils sentaient comme si 20 000, c'est vraiment de l'argent qu'on est en train de mettre quelque part. Mais est-ce que ce que 20 000 achète aujourd'hui, est-ce que c'est ce que 20 000 achètera dans 10 ans? Non. Pourquoi? Le pouvoir d'achat de ces sommes d'argent, cet argent perd le pouvoir d'achat chaque jour. Ce que 100 $ achetait hier, c'est parce que 100 $ va acheter dans une année, dans 2 ans, même dans 10 ans. Pourquoi? Cet argent perd le pouvoir d'achat chaque jour qu'on respire. Sauf qu'ici, à l'âge de 69 ans, quand maintenant Lucas pense à la retraite, quand 19 883 entre sous forme de prime, l'augmentation annuelle de la valeur de rachat est de 109 393. Est-ce que vous comprenez le niveau de contrôle que Lucas a sur sa retraite? Et si tu étais garanti que chaque 20 000 que tu vas faire passer dans ta police au moment de ta retraite, tu auras 109 000 $ à dépenser à partir de tes 69 ans. Est-ce que si c'était juste ça que la police pourrait faire pour toi, est-ce que ça serait assez? Est-ce que ça vaudrait la peine? Sauf qu'ici, ce n'est pas juste ça. Leur assurance est à 2,9 millions de $.
La dividende que Lucas va recevoir cette même année, libre d'impôt, est de 53 961. Ça, c'est le vrai contrôle que le Conseil bancaire infini enseigne. Il enseigne que le pouvoir de l'assurance vie entière avec participation dans ta vie peut t'aider à accomplir tout ce que tu as besoin, incluant financer tout ce que tu as besoin dans ta vie. Et maintenant, Lucas et Emily, ils ont financé toutes les voitures qu'ils avaient besoin dans leur vie. Et si je reviens ici à l'illustration ici, et si j'arrivais à compter combien d'argent ils ont utilisé pour financer leur voiture, combien d'argent ils ont utilisé pour leur liquidité, combien d'argent ils ont utilisé pour les études postsecondaires, afin que, quand Lucas aura ses 69 ans, la compagnie d'assurance les dit, on a 1,7 million pour pouvoir dépenser, 1 787 979 $ pour pouvoir dépenser étant vivant. Et si vous décédez, on donne à la famille 2,9 millions. Maintenant, j'aimerais juste vous montrer une différence ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je vous montrais l'exemple d'une personne qui dépense 20 000 $ par année. Ici, j'étais en train de vous montrer le coût d'opportunité. Et maintenant, j'aimerais vous montrer si 20 000 $ passent dans cette police. C'est 200 000 $ qui est passé sur 10 ans. Et ici, on avait calculé que le coût d'opportunité, si une personne dépense ça en argent comptant, il décide d'abandonner 51 558 à vie. Et s'il fait ça sur 20 ans, 400 000, il décide d'abandonner 261 000. Et s'il fait ça sur 30 ans, 600 000, il décide d'abandonner 728 777. Donc, le fait de dépenser en 30 ans, le fait que 20 000 par année te passent à travers les mains en 30 ans, 20 000 fois 30, 600 000 $, ça te coûte aussi 728 777 de croissance perdue. Revenons ici, quand on prend l'exemple que Lucas a continué de mettre ses primes, comme il aurait mis dans ses CELI et ses REER dans ses CELI et ses REER, 30 ans après, Lucas aura 65 ans. Il a commencé à 35 ans. Et l'argent qu'il aura transigé dans cette police est 597 661 $. Et la valeur de rachat disponible est de 1,3 million. 1 379 583. N'est-il pas vrai qu'ils ont recapturé le coût d'opportunité qu'ils auraient souffert s'ils auraient fait ça au comptant? N'est-il pas vrai que tout cet argent... Car pensez à quelque chose ici. Ce 728 000 qu'on voit ici, si ils ont souffert ce coût d'opportunité, c'est que quelqu'un l'a gagné. Dans le cas de l'argent comptant, la personne qui a gagné cet argent s'appelle le banquier et le propriétaire de la banque, sous forme de revenus, salaires et dividendes. Mais ici, comme Lucas a gardé l'argent dans son contrôle, dans un système où il était en même temps le dépositeur, l'emprunteur, le banquier et le propriétaire de la banque, il a pu recapturer ce qu'il aurait perdu. Car dans la banque conventionnelle, tu n'auras jamais un moment ou un moyen que sur 30 ans, tu as 597 000 et que la valeur de rachat est maintenant à 1,3 million. Cela n'existera jamais. Et ce que j'ai fait ici, c'est j'ai préparé une illustration à côté, car je reçois toujours une question. Des gens qui me disent, Loris, et si j'aurais pris tout cet argent-là, au lieu de suivre ton plan, et mettre dans le REER, mettre dans le CELI, et à investir? Je ne suis pas contre l'investissement. Moi-même, j'investis. Mais je suis dans la part du contrôle. Et j'ai pris ces mêmes chiffres, ces mêmes illustrations. J'ai demandé à ChatGPT une question. Quel est le taux de retour interne, le taux de retour sur investissement de cette police? Et ça prendrait combien de retour sur investissement annuel dans le marché pour générer la même chose dans la police? Donc, pour générer la même chose sur le marché que la police. Et la réponse m'a vraiment choqué, car moi-même, je n'avais pas fait cet exercice auparavant. Et voilà la réponse. J'ai pris les chiffres d'illustration ici. Et maintenant, ChatGPT me dit, je l'ai partagé l'illustration complète, donc dès 65 années, donc de la 36e année à 100 ans, avec une prime de départ de 20 000 $ par année pendant 10 ans. Et dès la 10e année, ça devient 19 883 et 5 sous, jusqu'à 100 ans. La valeur finale sera de 8 960 000 $. Et comme je vous ai dit, il faut que la valeur de rachat soit égale à la prestation de décès à l'âge de 100 ans. Et ici, ce qu'on a, c'est quoi? On a 8 960 000 $ et 8 960 000 $. Donc, la valeur de rachat est égale à la prestation de décès. Ça doit être comme ça, c'est contractuellement garanti. Et ici, on va analyser cette police. La prime annuelle, c'est 20 000 $. Durée, 65 ans. Ici, il n'y a aucun retrait qui va se faire. On ne va pas faire de retrait partiel, on ne va même pas racheter. On ne va juste que faire des prêts garantis par la valeur de rachat, lesquels n'interrompent pas la capitalisation ni le rendement interne de la police. Et quand il a fait le calcul, ils nous disent que le taux de rendement interne est de 5,45 %. Ça, c'est net et ça, c'est composé.
pas de frais, pas de volatilité, 5,45% sur la même période. Et ici, on essaie de voir. La durée d'investissement, c'est 65 ans. Le total des primes versées, 1,2 million. Donc, dans les 65 ans, il a versé 1 282 568 de primes pour terminer avec une valeur de rachat finale de 8 960 $. Le rendement composé net est de 5,45%. Et ici, ça nous dit que l'équivalent imposable avec un taux marginal d'imposition de 40% serait, donc ça prendrait 9,1% dans le marché pour générer ce que la police pourrait faire. Ici, on va comparer maintenant. On va comparer la police avec l'indice S&P 500. Le rendement nominal brut historique, donc depuis le début jusqu'à aujourd'hui, est de 9,9%. Et ici, avec la police, on a le rendement nominal, donc sur le restant, avec le contrat, si on respecte les mêmes primes, de 5,45%. La première question ici que je pose toujours à mes clients, c'est si tu avais le choix d'avoir un rendement de 9,9% ou d'avoir un rendement de 5,45%, personne ne choisirait un rendement de 5,45% tant qu'il y a un rendement de 9,9%. Pourtant, il y a un facteur qu'on doit ajouter. Est-ce que dans la S&P 500, est-ce que tu as ce 9,9% en accédant à ton argent ou bien tu dois garder ton argent à l'intérieur du compte d'investissement? Car ici, ça nous dit bien la vérité. Bon, bien sûr, ici, la volatilité, c'est 16 à 18%, et ici, il y a 0% de volatilité. Avec la fiscalité, bien sûr, c'est imposable. Que ce soit les dividendes et les gains, ils sont imposables annuellement au retrait. Ici, la croissance, la fiscalité, elle est à l'abri de l'impôt. Accès au capital, il faut soit que tu vends donc le contrat donc d'investissement ou que tu retires, et cela devient imposable. Tandis qu'ici, dans la police, on a des prêts non imposables. C'est pour cela que je dis toujours à mes clients que comparer la S&P 500 ou bien comparer n'importe quel outil d'investissement à la police, ça devient juste injuste, pas à la police, mais à cet outil d'investissement. À cause que comparer un endroit où tu dois garder l'argent verrouillé, un endroit où tu accèdes à l'argent même si le rendement se déroule, ça devient injuste à l'investissement, car la police va toujours gagner. Maintenant, l'objectif ici n'est pas de montrer que la S&P 500 est moins que la police ou bien la police est mieux que la S&P 500. C'est juste pour dire que le concept bancaire infini n'est pas là pour donner des rendements élevés. Il est là afin de contrôler la fonction bancaire dans ta vie, pas d'avoir des retours de 9,9. L'argent peut être dans la police, te donner des retours que ça va donner, et tu peux accéder à cet argent, aller faire des retours dans le marché. Tu as le plein contrôle. C'est ça le message. Donc, en résumé, ce contrat réalise un rendement interne net et garanti de 5,45%, ce qui équivaut à 9% brut sur un placement imposable. Donc, ici, Lucas et Emily, ils ont pu financer toutes les voitures qu'ils vont conduire dans leur vie. Ils n'ont pas eu de problème de liquidité, pas au début ni à la fin. Ils n'ont pas eu de problème de retraite ou de préparer les études postsecondaires des enfants. Et pendant tout cela, ils étaient au contrôle. Ils conduisaient des voitures qui sont payées cash et tout l'argent qui allait aux banques repart dans les polices. C'est exactement le concept bancaire infini. Et c'est ça la situation de contrôle que ça donne. Donc, voilà l'étude de cas que je vous avais promis. Et je termine par ce point. Émilie et Lucas sont mes clients réels. Étant mes clients réels, ils vivent cette situation de contrôle aujourd'hui, étant dans la 2e année. C'est juste que j'ai changé les noms des clients pour leur confidentialité. Et si maintenant, le message que je t'ai partagé depuis le début jusqu'à la fin, si tu penses que les principes qui sont dans ce livre sont quelque chose qui résonne avec toi et que tu aimerais aller en profondeur et surtout voir comment cette situation s'applique sur ta vie, je t'invite à regarder le lien qui est juste dans la description afin de prendre rendez-vous. Ou bien, tu peux texter au numéro qui sera dans la description, qui est le mot IBC, et tu recevras un lien pour prendre un rendez-vous. Je vous remercie de votre attention et j'espère vous voir dans le prochain rendez-vous. Bye bye.